France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. En ce lundi, nous sommes le 10 octobre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et c'est bien le grand forum qui débute maintenant et ce jusque 18h30 avec tout à l'heure en deuxième partie. Plutôt en dernière partie, nous parlerons de foot, bien sûr, avec l'équipe de France qui joue ce soir. Nous parlerons de la télé, des programmes pour ce soir. Et puis une émission exceptionnelle. Non, il n'y aura pas d'avis tranché. Non, il n'y aura pas de coup de cœur, ni de j'aime ou j'aime pas. Mais nous allons consacrer notre émission à un humanitaire pour qui France Maghreb 2, d'ailleurs, s'est fortement mobilisé, et ce depuis le début de ce que l'on peut considérer comme une mésaventure qui lui est arrivée du côté du Bangladesh. Moussa, en effet, sera et bel et bien de retour, bien sûr, en France et sera avec nous sur France Maghreb 2 et vous pourrez ainsi, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, vous qui avez suivi ce qui s'est passé le concernant, eh bien on va retracer un petit peu justement tout ce qui s'est passé le concernant et vous pourrez lui poser toutes vos questions au 08 92 23 99 50. N'hésitez pas. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Ousmane Timéra. Comment ça va, Ousmane? Oui, bonjour, ça va très bien. Alors j'ai tenu à ce que tu sois avec moi parce que tu as été de ceux, et ils ont été quand même assez nombreux, il faut le dire, donc à se mobiliser aussi, à avoir suivi cette affaire de très près le concernant Moussa. Donc il était intéressant, je crois, que tu sois là aujourd'hui pour que tu puisses directement l'interroger puisqu'il sera notre invité d'ici une petite vingtaine de minutes. Donc sur France Maghreb 2. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, mais auparavant, évidemment, on va se faire notre zapping quotidien, j'ai envie de dire, sur France Maghreb 2. Alors, un zapping qui est fourni avec 3 extraits, qui a retenu un petit peu notre attention de ce qui s'est passé ce week-end. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, c'est retour à l'émission de dimanche soir qui a plutôt bien marché d'ailleurs, Confession politique présentée par Karine Le Marchand. C'était sur M6 un dimanche soir et parmi les nombreux invités, voici cette confession plutôt particulière quand Nicolas Sarkozy révèle qu'il voyait Bernadette Chirac en cachette lorsqu'elle était à l'Élysée. C'est quelqu'un qui m'a toujours aidé, toujours soutenu, même quand son mari et moi, on s'opposait. Jacques ne voulait pas qu'on se voie. C'est pas vrai. Si, je vous assure. J'étais le ministre de l'Intérieur et on se cachait pour se voir. Comme des amants, c'est drôle. Non, je vous assure. Se cacher pour se voir. Ne me gênez pas, enfin. mais Madame Chirac, quand même. Non mais, je dis comme. Et on se retrouvait chez un ami à elle et j'arrivais, personne ne le savait. Mais pourquoi faire? Mais pour parler parler, politique, parce qu'il voulait me dire, je vais vous aider, je vous aiderai, il faut tenir. Là, j'avais Chirac qui me tapait dessus, puis Bernadette qui me soutenait. On poursuit ce zapping avec Éric Zemmour qui est apparu un petit peu perturbé, même pas mal perturbé devant les caméras de BFM TV. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Rouillant comme pour les autres. Il a le droit de dire ce qu'on veut. Vous savez, la démocratie, je vais vous expliquer, la démocratie, il y a un principe de base, c'est la liberté d'expression même pour des propos choquants. Moi, il y a des tas de propos qui me choquent tout le temps à la télévision et qui ne vous choquent pas à vous, mais qui me choquent moi. Est-ce que je demande immédiatement à ce qu'ils soient punis par la loi ou par la justice? Mais dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vivons-nous où dès qu'il y a des propos qui vous choquent, immédiatement vous demandez à la justice de les punir? Vous avez peur de la prison? Je vous pose la question parce que Jean-Marc Royan a été condamné lui à 8 mois, donc... Mais qui n'a pas peur de la prison? La direction d'RTL, avec qui vous collaborez, dit être consternée par vos propos. C'est ce que rapporte le Parisien aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous l'a fait savoir, tout d'abord? Ça c'est entre elle et moi. Est-ce que vous allez retourner au travail lundi et dans quelles conditions? Écoutez, moi je retournerai au travail. C'est à eux de décider, c'est pas à moi. Moi, vous savez, j'ai le plus grand. Je suis fidèle à mes employeurs et je fais mon travail comme je dois le faire. Je vous dis, l'objectif. Votre question est très intéressante. Pourquoi posez-vous cette question? Parce que l'objectif de mes adversaires, c'est de me faire. Non. L'objectif de mes adversaires, c'est de me faire perdre mes emplois. C'est ma mort sociale. C'est la vieille méthode du macartisme et du communisme. On insulte, on menace et on veut tuer socialement. C'est ça l'objectif. Vous avez été écarté d'une chaîne info concurrente, Télé pour ne pas la nommer. Est-ce que vous craignez d'être écarté de RTL?
vous savez, il arrivera ce qu'il arrivera. Les gens sont libres et sont responsables. Moi, je fais ce que je dois. Je fais ce que je dois pour essayer de défendre mes idées, mes convictions, de me tenir droit et sans provocation inutile et sans irrespect, contrairement à ce qu'on dit, des victimes et des gens. Simplement, je pense qu'il y a là une méchante conjuration et que je ne céderai pas devant cette conjuration qui est, je vous le répète, faite uniquement pour me faire taire. Et pour terminer ce zapping, après donc Éric Zemmour qui est apparu très perturbé à l'intérieur, je vous propose d'écouter Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières, qui revient à ce qui s'est passé la semaine dernière, l'enterrement donc de Shimon Peres, le décès de Shimon Peres, et il revient en fait sur les déclarations de Barack Obama lorsque Barack Obama a comparé Shimon Peres à Nelson Mandela. Voici donc la réponse de Ronnie Broman. Je m'incline devant sa tombe parce que on doit du respect aux morts et que Shimon Peres, comme les autres, peut avoir ce respect. Mais en revanche, sur le plan, disons, politique, certainement pas. J'étais même, d'une certaine manière, accablé devant le déluge d'hommages qui lui ont été adressés, hommages qui dressaient le portrait d'un homme épris de paix, de réconciliation, de justice envers les Palestiniens, porteur d'un projet utopique, d'un grand marché moyen-oriental qui rapprocherait les peuples, alors même qu'il a commis des crimes de guerre, il a jeté de l'huile sur le brasier palestinien, il a donné son feu vert à l'établissement de colonies, d'avant-postes dits illégaux, même dans le lexique israélien. Alors bien sûr, il a été également l'artisan d'Oslo. Et c'est cette partie-là de sa vie qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Qui a été mise en avant et qui lui a en effet valu le prix Nobel de la paix. Enfin, on ne peut pas dire qu'il a été l'initiateur des négociations d'Oslo sans ajouter immédiatement qu'il en a été également le fossoyeur. Par exemple, en allant rompre une trêve avec les Palestiniens à Gaza lorsqu'il a donné l'ordre d'aller tuer artificier Yayash, ce qui a immédiatement déclenché des mesures de représailles de la part des Palestiniens. De même, il a attaqué le Sud-Liban dans l'objectif de se présenter comme un dur sur le plan militaire, puisque lui n'a jamais tiré un coup de fusil, il n'a jamais porté l'uniforme, alors ça lui manquait. Du coup, pour les élections suite à la mort de Rabin, il a lancé une attaque au Sud-Liban, qui s'est soldée par la mort de près d'une centaine de civils palestiniens, plus de plusieurs casques bleus, fidjiens, donc tout le monde s'en fichait, parce que Fidji, c'est loin. Donc lorsque Obama, pour qui j'ai du respect par ailleurs, compare Shimon Peres à Nelson Mandela qui est l'exemple même de l'homme qui a de façon intraitable œuvré d'abord pour la reconnaissance de l'injustice faite aux Noirs en Afrique du Sud, puis pour l'apaisement d'une situation qui était totalement embrasée, c'est-à-dire c'est une stature absolument exceptionnelle d'homme à la fois politique, de combattant, d'artisan de la paix. Faire de Nelson Mandela l'équivalent de Shimon Peres, c'est cracher à la figure de Mandela, selon moi. Ronnie Broman, pour terminer ce zapping, Ousmane, je suis sûr que tu partages l'avis de Ronnie Broman concernant donc cette comparaison qui a été faite à l'occasion de l'hommage, enfin de l'enterrement de Shimon Peres la semaine dernière par Barack Obama. Oui, effectivement, je trouve même honteux de la part d'un président noir, dont une partie de la population de la même couleur subit les affres du racisme. Je trouve cela honteux que un tel personnage puisse comparer justement un artisan de l'apartheid que vivent aujourd'hui les Palestiniens sur leur territoire avec un autre grand homme qui a lutté contre ce même type d'apartheid toute sa vie. Donc, et ce toute sa vie. Donc ça en dit long sur l'état des choses, c'est-à-dire que Orwell disait dans 1984 que la dictature commence quand le sens des mots change. L'apartheid ou le racisme est transformé par une lutte courageuse pour la défense et la sécurité. Voilà le monde dans lequel on est. Donc... Et d'ailleurs, Nelson Mandela avait déclaré nous ne serons pas totalement libres tant que le peuple palestinien ne sera pas libéré. Effectivement, on connaît les positions de Nelson Mandela par rapport à ce que vivaient les Palestiniens et ce que vivent les Palestiniens, n'en déplaise à ceux qui ne voient rien du tout de la réalité au-delà de leur idéologie, oui. Ressemble assez, même voire beaucoup, à la situation
attention à la situation des Noirs en Afrique du Sud. Absolument. Donc oui, c'est dommage. Sinon, Éric Zemmour qui commence à flipper de la prison. Écoutez, en temps normal, moi je suis pour le fait qu'on doit laisser à tout le monde la possibilité de s'exprimer et personne n'a à aller en prison parce qu'il s'exprime. Mais maintenant, comme la France aime être en contradiction avec les valeurs universelles des droits de l'homme qu'elle est censée défendre, elle a mis en prison un certain nombre d'individus qui ont dit leurs opinions. Quand bien même ces opinions vont à l'encontre de ce que moi je peux penser ou celles des autres. Donc je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas s'appliquer à Éric Zemmour. Mais vous voyez dans quelle situation on se trouve. Ridicule. C'est clair. Et puis alors là c'est un peu plus people, c'était hier soir Sarkozy qui déclare avoir vu à l'époque lorsqu'il était ministre de l'Intérieur Bernadette Chirac en toute discrétion, puisque Jacques Chirac ne voulait pas que Bernadette rencontre Nicolas, et ils se rencontraient les deux chez un ami de madame. Ouais. C'est ridicule. Qu'est-ce que je veux que je dise, moi, mais ça en dit long aussi sur la situation dans laquelle on est entre Shimon Peres, Éric Zemmour, Sarkozy. On voit le dénominateur commun, c'est-à-dire une vision populiste, hiérarchique des relations entre les hommes, et qui est soutenue au fond par l'establishment, quand bien même officiellement Chirac, donc Jacques, défendait la cause irakienne contre les États-Unis. On se rend bien compte que dans son dos, bien des choses se passaient. C'est sûr. Dans un instant, mon cher ami Ousmane, chers amis auditeurs, il sera avec nous. Moussa, cet humanitaire dont on a suivi quasiment jour par jour la situation qui lui était réservée au Bangladesh. On va faire un retour donc sur son parcours. On va essayer de comprendre, et sans langue de bois avec Moussa qui sera notre invité dans un instant. Un petit peu de retard l'ami Moussa, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Dans un instant, vos appels évidemment 08 92 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est le grand forum, évidemment, avec Ousmane Timéra. On attend donc la star, on peut le dire, hein, mon cher ami Ousmane. Hein. Bah oui, Monsieur Moussa, donc qui est revenu du Bangladesh depuis donc fin juillet début août, et donc on essaiera de retracer un petit peu son parcours avec lui. On posera la question d'ailleurs au directeur de cette radio, ce pourquoi la radio a décidé de s'engager, enfin de le suivre de manière quotidienne, puisqu'on avait consacré une chronique qui s'appelait La Minute de Moussa tous les jours, où vous aviez, vous en souvenez Ousmane, eh bien le comment j'appelle ça, le collectif, voilà, Free Moussa, qui s'est mobilisé, qui nous donnait des nouvelles quotidiennes donc du sort de Moussa. Donc on l'a suivi plus que jamais, donc on souhaitait qu'il nous réserve, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, sa première radio, sa première donc interview radio, bien sûr, sur France Maghreb 2, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs bien gentiment, et il va venir dans quelques instants sur France Maghreb 2 nous donner de ses nouvelles d'abord, c'est ce qui nous intéresse, et puis retracer un petit peu son parcours, sa mésaventure qui l'a conduit quand même jusqu'en prison au fin fond du Bangladesh, parce qu'il avait ce tort peut-être de soutenir les Rohingyas, mais pas seulement, il y avait aussi une histoire de nom visiblement, donc on essaiera de comprendre ce qui s'est passé avec lui. Juste auparavant, je voulais, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont mobilisés. Vous vous souvenez certainement du rappeur Nekfeu qui avait, en pleine cérémonie des victoires de la musique, Ousmane, parlé et appelé à soutenir Moussa, à demander sa libération. Et puis il y a d'autres rappeurs un peu moins connus, peut-être que vous connaissez pas, mon cher ami Ousmane, qui s'appelle Tiers-Monde, qui fait partie du collectif Dim Records, c'est la boîte de Medine, le rappeur. Tiers-Monde avait sorti carrément un titre sur Moussa, je vous propose de l'écouter. On y va, c'est parti. Yeah. Moro Poro. Yeah. Yeah. Hashtag libéré. Je voulais pas faire ce morceau par respect, mais je trouve lente lors des pêches AFP. Je perds mon temps posé à rester, les bras croisés pendant que ton temps est arrêté. Pareil que ça bouge un peu sur Ipa, mais pour te ramener un partage Facebook ne suffit pas. Sur Twitter je lis ici ou là des conneries, puis le hashtag libéré Moussa. Check. Libéré Moussa. Hashtag libéré Moussa. Yeah. Tiers-monde, molo polo.
le cœur qui manque au trésorier. Pendant que je dormais sur mes lauriers. Dans ta geôle tu dois être terrifié. Ici on parle moins de toi que de Serge Aurier. Rendons-le à sa famille. Rendons-le à sa famille. Rendons-le à sa mère. Rendons-le à sa mère. Rendons-le à ses amis, tout ça. Hashtag libérez Moussa. Hashtag libérons Moussa. Yeah. Hashtag libérons Moussa. Polo polo. Aucun appel de Matignon pour citoyens de seconde zone. C'est pas qu'une histoire de religion. Je vous demande de sauver l'homme. Aucun appel de Matignon pour citoyens de seconde zone. C'est pas qu'une histoire de religion. Je vous demande de sauver l'homme. Hashtag libérons Moussa. Viens on se bouge. Yeah. Hashtag libérez Moussa. Ah. Yeah. Libérez Moussa. Hashtag libérons Moussa. Je ne peux pas, je vais à la chicha. Hashtag libérons Moussa. Je ne peux pas, je vais à la chicha. On se bouge un peu. Big up à Ken Master. Yeah. Molo polo. On se bouge un peu. Voilà, Tiers-Monde, c'était un titre qu'il avait fait donc pour demander, exiger la libération de Moussa, c'est plutôt pas mal, donc du collectif Dim Record de Médine, donc Ousmane. C'est vrai qu'ils ont été peu nombreux à se mobiliser pour demander la libération de Moussa. Comment t'expliques ça avec un peu de recul, que les politiques ne s'en soient pas, j'allais dire, plus emparés, et que on ait fait finalement de Moussa un citoyen de seconde zone quasiment, parce qu'on se souvient qu'au travers de l'histoire de France, il y a eu des otages, pas plus tard que il y a quelques années maintenant, que ce soit des journalistes ou que ce soit aussi des gens de tout horizon qui ont été pris en otage dans différents pays à travers le monde, et il y avait à chaque fois quand même une mobilisation dans les médias ainsi que notamment dans les municipalités. Pour ce qui est de Moussa, ça a été vraiment très timide, à part peut-être son portrait qui a été affiché dans la ville dans laquelle il réside, dans laquelle il est né aussi à Montreuil. Mais à part ça, pas une seule question à l'Assemblée nationale. Quelques députés, il faut le signaler, tels que notamment Pouria Mirchaï, mais aussi Razia Madi, mais encore Alexis Bachelet, qui se sont mobilisés, qui ont essayé de poser des questions, interpellées. Mais pas plus que ça, quoi. Le Quai d'Orsay qui a fait un travail visiblement, à la fin en tout cas, efficace, mais qui a été assez timide, j'allais dire, à démarrer. C'est vrai qu'il y a eu entre Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault qui a pris le relais ensuite après. Voilà, il y a eu quand même cette sensation, Ousmane, que Moussa n'a pas été traité comme les autres. Oui, alors tout d'abord, moi, il faut remercier Dieu d'abord et remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, parce que de la mobilisation, il y en a eu, peut-être là, non pas là où on devait s'y attendre, mais en tout cas, beaucoup de gens se sont mobilisés. Donc il faut remercier cela, et cela montre aussi que on n'a pas besoin, entre guillemets, des puissants pour faire bouger le monde. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, il faut aussi saluer, je pense qu'il y a quand même eu une action diplomatique souterraine, discrète, qui a été quand même faite, puisqu'on a eu quelques témoignages, et puis la famille de Moussa nous a indiqué que le Quai d'Orsay les avait accompagnés. Cependant, il est vrai que comparé à d'autres types de prise d'otages ou de personnes qui sont coincées à l'étranger, on a eu une mobilisation moindre sur le plan médiatique et sur le plan politique, qui, à mon avis, s'explique, en tout cas pour deux raisons. La cause musulmane et islamique de l'engagement de Moussa, c'est comme ça qu'en tout cas je peux le comprendre d'une part, et d'autre part le fait que il s'appelle pas Jean-Pierre. Je suis obligé de le dire. Donc ça montre quand même le deux poids deux mesures qui règne dans ce pays quant à l'application des règles, à savoir que quand un citoyen français, quel qu'il soit,
être pris en otage ou en tout cas coincé dans un pays, les autorités françaises, l'élite française en tous les cas, se doit de se mobiliser. On n'a pas eu ce type de mobilisation. C'est bien dommage. Cela montre à quel point l'égalité de tous proclamée dans notre constitution n'est pas forcément appliquée telle quelle selon que l'on soit musulman ou pas, ou noir ou pas. Mais encore une fois, c'est à nous de faire des efforts pour faire en sorte que cette égalité de principe devienne une réalité. C'est ce que nous avons tenté de faire avec Moussa, c'est ce que les différents artistes ont pu montrer, et au fond, c'est ce qui sans doute a fait que certains députés et certains hommes politiques de premier plan se sont mobilisés. Alors, quand je disais que je tenais à ce que tu sois là avec nous, parce que tu avais évidemment été de ceux à le soutenir, à en parler, je te propose de remonter quelques mois en arrière. C'était sur cette même radio, dans cette même émission, justement, mon cher Ousmane, tu en as parlé. Je te propose de réécouter ce que tu avais dit à l'époque, donc sur Moussa. C'était dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Tu sais qu'il y avait des journalistes français et britanniques qui étaient retenus au Burundi. Oui. Eh bien, on vient d'apprendre leur libération. Ah. Donc comme quoi, quand on veut faire pression, on peut. Pendant que Moussa, lui, crève en prison au Bangladesh. Et là, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup au niveau des autorités françaises. Moussa, c'est humanitaire, je le rappelle, arrêté, qui est en prison donc depuis le 22 décembre dernier. Une audience avait lieu mercredi. Et le Bangladesh donc a décidé de le maintenir jusqu'à la tenue d'un procès. Ça peut prendre des mois et des mois. Notre minute Moussa, puisqu'on consacre tous les jours une minute pour prendre des nouvelles de Moussa avec son collectif, avec son frangin, qui est venu d'ailleurs cette semaine à la radio tout à l'heure à 17h pour les dernières nouvelles concernant Moussa. À suivre sur France Maghreb 2. Vos appels au 08 92 23 99. T'as suivi un petit peu cette affaire Moussa? Oui, j'ai beaucoup suivi. Effectivement. Justement, tiens, puisqu'on en parle, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu as l'impression justement que les autorités françaises agissent dans le bon sens? Est-ce que selon toi, tout est fait pour être libéré? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques parasites qui viennent se greffer, j'allais dire, sur cette affaire Moussa? Premièrement, indépendamment des opinions que l'on peut avoir sur l'obédience, la religion, la couleur de peau d'un tel et d'un tel, un Français reste un Français. Et quoi qu'il en soit, si nos responsables politiques sont fidèles à leurs paroles, on se doit de secourir nos concitoyens où qu'ils se trouvent, quels qu'ils soient. Ça, c'est un premier point. Et en l'occurrence, surtout lorsque il s'agit d'une personne innocente, d'une personne qui agit dans le sens du bien et de la solidarité. Je pense que c'est un exemple pour l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble des jeunes. Nous devons de le soutenir. Troisièmement, lorsque nous voyons de la part d'un certain nombre de pays, en l'occurrence ici le Bangladesh, une mascarade de justice, car encore une fois, il avait été libéré. Puis ensuite, un juge, le juge a été remplacé par un autre, et les décisions semblent venir de très très haut. Donc il y a de l'injustice flagrante, et nous devons de maintenir la pression afin que notre cher frère et concitoyen Moussa puisse être libéré. Voilà, c'est ce que tu avais déclaré en effet, Ousmane, dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2. Il est arrivé, il est avec nous. Bonjour Moussa, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. Alhamdulillah. Salam alaikum, bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, on t'a suivi évidemment de manière quotidienne dans cette émission, sur cette radio, puisqu'on avait inauguré cette chronique qui s'appelait La Minute de Moussa. Tous les jours dans cette émission du Grand Forum, on prenait de tes nouvelles. Ce fut pas très glorieux tous les jours parce que les nouvelles étaient forcément pas bonnes. On a dû attendre et encore attendre, mais avec l'acharnement, ça a fini par payer. Tu es enfin revenu ici après une aventure, j'allais dire, quand même assez chaotique que tu as traversé donc depuis, j'allais dire, les fêtes de fin d'année de décembre 2014, c'est ça? 2015, pardon. 2015, oui, c'est vrai, 2015. Effectivement, au Bangladesh, donc tu es passé par la case prison. On aura l'occasion d'y revenir. On va essayer de relater un petit peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses. On est peut-être passé à côté des éléments, donc on va faire ça si tu le veux bien avec toi. Mais juste auparavant, je voulais donner la parole au président fondateur de cette radio France Maghreb 2 qui
a demandé à ce que se mobilise tout de suite, à mobiliser l'équipe de la radio France Maghreb 2. Te concernant, Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à toi ici, bonjour Ousmane, bonjour Moussa, et puis on est heureux de te voir physiquement, entier, ici dans les studios de France Maghreb 2 bien sûr. Tarek Mami, pourquoi France Maghreb 2 donc a décidé de s'intéresser, de consacrer du temps d'antenne à Moussa? Je me rappelle Christophe que vous m'avez appelé pour me dire qu'il y a une association qui vous a appelé pour vous dire qu'il y a un jeune qui est en prison en Birmanie à Bangladesh à cause donc de Rohingya, des musulmans Burma, tout ça. Est-ce qu'on peut faire demain un petit moment pour recevoir les gens pour parler, parce que c'est pas normal, il y a des pétitions. Je vous ai dit, laissez-moi quelques minutes pour réfléchir, mais je crois que on va vous proposer autre chose. Je ne connais pas ce jeune. Je ne connais pas cette association à l'époque Baraka City. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai à la fois la prudence de vouloir savoir pourquoi et comment, parce que ce qu'on fait à l'antenne de la radio m'engage, nous engage tous. Et en même temps, je ne peux pas accepter, vu la trajectoire des uns et des autres et la mienne, d'entendre parler de quelqu'un d'innocent en prison. Mais est-il innocent? Deuxième chose, j'ai été avocat dans une autre vie, j'ai fait des études et je sais que les grands juristes, juges et avocats disent des fois mieux vaut quand on a un doute laisser un semi-coupable en liberté que de mettre quelqu'un de vraiment innocent en prison. Et tout en parlant, je vous ai dit, Christophe, sous toute réserve, voilà ce que je veux vous proposer, ce que je veux proposer à la radio, c'est soit on est convaincu qu'il s'agit d'être à côté, comme on l'a fait pour d'autres, et on y va, soit qu'on a un doute et on réfléchit. Dans la discussion, je dis voilà en tout cas ce qu'on propose. Au lieu de recevoir l'association demain pendant 2-3 minutes, faisons 1 minute tous les jours avec un jingle que Christophe diffusera tout à l'heure. C'est la minute de Moussa et on va s'engager en espérant, Inch'Allah, qu'on est sur le bon chemin, mais faut rester vigilant. Si j'ai la moindre information que ce qui nous a été vendu n'est pas vrai, on arrêtera la minute de Moussa et on présentera les excuses à tous les auditeurs, parce que nous ne souhaitons pas être ni un instrument de manipulation, ni un instrument qui est manipulé par d'autres. Et puis, dans les 24 heures, on a créé le spot. C'est parti, et tous ceux qui te connaissent, qui vous connaissent Moussa, se sont rapprochés de la radio, votre famille d'abord, et puis plein de personnes qui venaient tous les jours, dire un mot, et tout d'un coup, bien que je sois directeur de cette radio, vers 17h, j'ai eu, cher Christophe, une espèce de geste mécanique pour mettre la radio pour écouter la minute de Moussa pour savoir ce qui se passe. Et on a vérifié, j'ai fait une petite enquête journalistique et tout ça, et on a eu tout le panel d'histoire, et c'est pour ça donc on a mis cet instant. Et je vous dis, moi, ce que je retiendrai, c'est qu'on a fait ce qu'on avait à faire en conscience, et il fallait le faire, mais surtout ce réflexe que beaucoup d'auditeurs venaient écouter la radio pendant 5 minutes, parce qu'il y avait 5h, 5h03 selon les appels, pour être avec vous. Et donc, là, je suis non pas fier, mais heureux d'avoir été, cette radio l'a toujours été, du côté de ce que nous considérons nous comme la justice, même si pour d'autres c'est pas la justice, ce que vous méritez, vous, votre association Baraka, le mauvais comportement du président qui va à Canal+ et qui nous la joue, je sais pas quoi, du 1er siècle, avant Jésus-Christ et avant le prophète Mohammed. Et donc voilà un petit peu ce que je garde moi, et je te souhaite une longue vie humanitaire, une longue vie personnelle. J'ai vu ta mère, j'ai vu tous ceux qui étaient venus à Montreuil, et je pense qu'on est heureux quand on a l'impression en conscience de se regarder dans un miroir, toi dans ce que tu fais, nous à la radio dans ce qu'on a essayé de faire. Merci Tarek, ça c'était donc pour le point de vue donc de Tarek Mami, et ce pourquoi la radio donc s'était mobilisée. Moussa, d'abord, est-ce que on t'a découvert, c'est vrai, suite à ce qui s'est passé pour toi au Bangladesh, mais moi, j'ai la chance de te connaître, pas personnellement et physiquement, mais au travers de d'autres personnes qui te connaissent même depuis ton plus jeune âge. L'humanitaire, c'est ce que tu avais en toi depuis tout jeune, finalement, Moussa.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à cette question? C'est une question qui m'est souvent posée concernant mon parcours. Et, on va essayer d'être plus original alors. Hein. Oui, non, parce qu'en fait, c'est une question qui m'est souvent posée, parce que avec mon parcours et en ce qu'on voit aujourd'hui de moi et toutes les actions qu'on peut voir sur Internet, donc beaucoup me demandent s'il y a un parcours bien défini à suivre concernant l'humanitaire. Mais j'ai envie de dire que moi j'ai un parcours qui est très atypique. Je pars d'un quartier, on va dire, je pense que tout le monde connaît, Montreuil, Lannou, pour les plus connaisseurs. Ouais. Et donc moi, donc quand je grandis à Lannou, j'aspire à un avenir qui est totalement différent duquel où je suis venu aujourd'hui. Je veux devenir footballeur pro, j'ai des amis, je suis dans le foot, j'ai un agent, j'ai des gens qui sont derrière moi qui me poussent vraiment à aller au plus loin dans cette carrière professionnelle. Et puis du jour au lendemain, j'ai cette maladie que je contracte au cœur, et puis je dois tout arrêter. Puis là, il y a une nouvelle vie qui commence. Donc la découverte de l'islam, puis après petit à petit, j'essaie de comprendre les enseignements, toutes ces choses-là. Et puis je découvre les maraudes avec une jeune association à l'époque, c'était en 2009. Et puis donc de fil en aiguille comme ça, donc des petites actions, je me suis un peu formé, on va dire, sur le terrain moi-même. Et vraiment, comme j'ai envie de dire, c'est un parcours qui est atypique. Je suis en train d'écrire un livre sur mon histoire, parce que je pense qu'il y a en tout cas bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, parce que aujourd'hui les jeunes de quartier ils sont un peu perdus, et je faisais partie de ces jeunes qui sont perdus. Et pour parler de ces jeunes-là, hier j'étais avec eux en fait, et je regardais plus ou moins ce qu'ils sont devenus. Et quand je regarde mon parcours, je me dis voilà, si on s'accroche à des convictions et des valeurs, on peut devenir quelque chose. Ça c'est pour donc nous expliquer un petit peu comment tout a commencé finalement. Et donc tu as découvert effectivement les maraudes, tu as travaillé avec plusieurs associations, d'ailleurs d'où quand même tu es quelqu'un d'extrêmement connu dans le milieu associatif, en tout cas de ceux qui militent pour aider les autres dans l'humanitaire. Et puis donc tu as rejoint cette grosse association, puisque on peut parler de grosse association dans le sens où elle manne une certaine quand même somme qui n'est pas des moindres, l'association Baraka City. C'est ça. Alors comment ça s'est fait, le fait d'aller à Baraka City, une association d'ailleurs qui n'est pas du tout dans ton département, pourquoi avoir choisi d'y aller? Alors, Baraka City, c'est plus la fin de l'histoire, même s'il s'est passé énormément de choses au sein de Baraka City. J'ai vécu 3 ans à Baraka City, il s'est passé énormément de choses, mais avant de venir à Baraka City, c'est vrai que j'ai fait une petite introduction, mais voilà, il y a plus ou moins 5 ans que je passe dans l'humanitaire en France. Avec l'association qui s'appelle Au cœur de la précarité. Ouais. Là, on a longtemps milité donc pour les maraudes, on a distribué de la nourriture aux sans-abri. On a commencé, j'avais 21 ans, je me rappelle. Et donc à l'époque, je travaillais, j'ai arrêté mon travail pour me mettre exclusivement dans les maraudes sociales, je veux dire, sur Paris. Et donc petit à petit, de jour en jour, on s'est amélioré, et c'est là vraiment que je me suis formé, et c'est là que le Moussa que vous connaissez aujourd'hui s'est construit. Et donc pendant 3 longues années, on a fait donc des maraudes, des voyages aussi à l'étranger. On a commencé aussi à faire des voyages à l'étranger, au Maroc, au Niger, même en Espagne. Et en fait, avec toute cette expérience, Baraka City m'a contacté à la fin de leur campagne qu'ils avaient concocté entre guillemets pour le million, pour le camion forage, qui a été fait en 2013, je dis pas de bêtises, en 2013, il y a la campagne qui a fait connaître Baraka City en 2013, là où ils avaient fait une campagne donc de 1 million d'euros. À la fin de cette campagne-là, il fallait construire une équipe, parce qu'ils étaient au début une petite équipe, et puis donc de là ils m'appellent, et quand ils me contactent, moi je suis un peu surpris, parce que je sors donc de mon petit monde, de mes petites maraudes, c'est tout petit, on voyait comme tout le monde, regarder Baraka City en grand. Donc comme moi il m'appelle, c'est un honneur, c'est un privilège, et surtout une opportunité pour moi, parce que voilà, je voulais faire de ma vie j'avais un projet de vie, et je voulais que justement l'humanitaire fasse partie de ma vie, et Baraka City c'était le seul moyen, en tout cas qui était mis à ma disposition, qui venait vraiment au moment le plus opportun. Donc ils me contactent, et à partir de là, dès le départ, ils mettent les choses au clair. Voilà, Moussa, tu as le profil pour commencer avec nous. Et directement, je rentre dans le bain avec les Rohingyas pour la Birmanie.
directement les Rohingyas. Alors justement, avant de parler de ton aventure, de ta mésaventure du côté du Bangladesh, on va marquer une petite pause pub pour revenir dans un instant. Il y a aussi les auditeurs qui souhaitent te parler, te poser leurs questions au 08 92 23 99 50. On va parler de la situation des Rohingyas parce qu'on n'en parle jamais. On va profiter de ta présence parce que toi tu les connais bien, tu as été les visiter à plusieurs reprises en Birmanie. Mais en un mot, Moussa, est-ce que c'est parce que tu as soutenu ces Rohingyas que tu as connu cette mésaventure au Bangladesh, ou c'est tout autre chose? Alors j'ai envie de dire, c'est plusieurs éléments qui ont fait que j'ai connu. Alors j'aime pas dire mésaventure. Pour moi c'est pas une mésaventure, ça fait c'est une épreuve que comme chaque musulman vit à travers une vie et pour moi dans cette épreuve j'ai beaucoup plus pris et appris et gagné qu'autre chose. Donc c'est pas une mésaventure pour commencer. Très bien. Pour revenir sur l'épreuve, est-ce que tu peux nous la réserver dans un instant, parce que j'ai la pub là, la mettre tout de suite, comme ça on est tranquille. Et puis on va parler donc des Rohingyas et puis surtout de ce qui s'est passé, de cette épreuve donc que tu as connue au Bangladesh, qui a quand même duré 6 mois. 7 mois. 7 longs mois, parce que ça a dû être long quand même. Tout dépend comment on prend le temps. Alors pas les premiers mois en tout cas en prison ont dû être assez compliqués. Le premier mois était très long. Ouais. Et ensuite après tu as su te rendre utile, puisque on va aussi en parler. Tu as créé quelque chose, profiter j'allais dire de ce qui t'était réservé pour créer quelque chose directement sur place en Birmanie. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec Moussa et Ousmane Timéra et vous, chers amis auditeurs. France Maghreb 2. C'est la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2, un Grand Forum qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel aujourd'hui, puisque nous avons la chance de l'avoir avec nous. Il est enfin revenu évidemment depuis un petit moment déjà, mais il souhaitait évidemment se reposer et puis profiter des siens, commencer à se détendre, j'allais dire, après cette épreuve donc traversée au Bangladesh. On avait, c'est vrai, à cette même heure d'ailleurs, à peu de choses près, tous les jours à 17h, on attendait un petit peu la peur au ventre parfois de se dire mais qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'on va peut-être enfin obtenir sa libération? Est-ce que eh bien Georges, que ce soit Fatia, qui se sont mobilisés, qui ont été de ceux qui ont donné des nouvelles de manière quotidienne te concernant, Moussa, des fois des fois étaient tristes et des fois étaient dans une humeur qui était pas au rendez-vous, mais bon. Alors Moussa, justement avant de parler de cette épreuve avec les auditeurs aussi qui vont pouvoir te parler, Ousmane Timéra bien entendu qui est avec nous, est-ce que tu peux nous parler des Rohingyas, parce que c'est vrai qu'on en parle quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout dans les médias français ici en Occident. En France, les Rohingyas sont, alors à peu de choses près, c'était d'ailleurs Claude Askolovitch qui avait fait un sujet te concernant sur iTélé, avait parlé de Rohingyas, mais sinon à part ça on n'en parle pas, Moussa. Alors les Rohingyas, c'est une communauté qui se trouve donc en Birmanie, donc pour la plupart des personnes qui ont un peu suivi l'histoire. Alors c'est une communauté qui a toujours vécu en Birmanie, donc depuis on va dire j'ai pas les chiffres exacts, parce que c'est vrai que en fait aujourd'hui Aung San Suu Kyi se base sur des faits qui ne sont pas vrais, qui sont faux, qui se reposent pour dire les Rohingyas ne sont pas. Aung San Suu Kyi qui est la prix Nobel de la paix, faut-il le rappeler. C'est ça, qui aujourd'hui son parti politique qui est au pouvoir et qui dit aujourd'hui les Rohingyas ne sont pas des Birmans. Alors, pour rentrer vraiment directement dans la problématique, les Rohingyas, c'est une communauté qui est apatride, qui vit en Birmanie, dans l'état d'Arakan, dans une région qui est en Birmanie. Cette région qui est composée exclusivement de bouddhistes. Et là où, dans cette région, il y a le parti qui est le 969, ce parti qui est très hostile à toute autre communauté qui viendrait s'installer donc dans ce pays. Donc, il prône un bouddhisme radical. Et donc dans ce bouddhisme radical, il y a forcément donc directement un problème lié aux Rohingyas, parce que ces Rohingyas sont en pleine expansion, se développent, et donc ils ont vu directement une menace envers leur communauté, et donc à partir de là, ils ont les têtes pensantes du bouddhisme en Birmanie ont directement pris la décision donc de commettre, si je puis dire, un génocide envers la communauté des musulmans dans l'état d'Arakan. Alors, comment sont touchés les Rohingyas aujourd'hui en Birmanie par diverses manières, pardon.
Premièrement, donc ils vivent un apartheid, comme je l'ai expliqué, donc ils n'ont pas le droit d'aller d'un village à un autre, ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils n'ont pas le droit à la santé. Par exemple, moi, mon premier voyage quand je suis parti en Birmanie, il y avait Médecins sans frontières qui étaient sur place, et Médecins sans frontières ne pouvaient pas exercer leurs fonctions. Les seules choses qu'ils pouvaient faire sur place c'était soigner des plaies, mais quand il y avait des musulmans qui étaient victimes de vraies exactions, ils ne pouvaient pas opérer, ils ne pouvaient pas témoigner, et dès lors où ils ont témoigné, parce qu'une fois ils ont témoigné, ils se sont fait virer du pays. Donc ça, c'est la situation donc des Rohingyas en Birmanie. Donc ils vivent un apartheid, ils vivent comme un blocus à ciel ouvert. On peut le comparer très très aisément avec le blocus qu'on voit aujourd'hui à Gaza en Palestine. Donc il est démilité par des checkpoints dans l'état d'Arakan. En 2012, il y a eu donc des exactions là où il y a eu des milliers de morts. Et après donc ces actions, ils ont décidé de prendre tous les musulmans et les mettre dans des camps. Et à partir de là, donc ces musulmans vivent que sous tutelle des ONG humanitaires qui viennent de l'étranger. Mais le problème, c'est que quand ils ont autorisé les ONG à venir, ils ont refusé à toutes les ONG étrangères musulmanes d'agir sur le terrain, sous réserve que les ONG musulmanes passent une partie ou la moitié des fonds qui étaient réservés aux musulmans, ils doivent la donner aussi à la population locale. Donc ça, c'était la problématique dans laquelle on était aussi confrontés, et c'est la raison pour laquelle aussi on a été amené à voyager seul. Pas en partenariat, et même les associations ne voulaient pas se mélanger avec d'autres associations. Donc ça, c'est plus ou moins la situation, et c'est ce qui amène aussi aux Rohingyas donc d'émigrer donc vers les autres pays, donc les pays limitrophes, en l'occurrence le Bangladesh, les pays où je me suis rendu, et aussi donc les pays, donc je pense que vous avez aussi un peu suivi, donc avec les beatboats, où il y avait donc les Rohingyas qui se ruaient en masse donc dans les bateaux et essayaient donc d'aller en Indonésie, Malaisie, en Thaïlande, et puis à un moment on arrivait à un moment où les pays ne pouvaient plus accueillir ces réfugiés. Ne pouvaient plus ou ne voulaient plus? Alors voilà, faut quand même nuancer les propos. C'est des pays qui ont accueilli énormément de Rohingyas dans les frontières. On en voit, ils sont vraiment en masse. Et puis après aussi, il faut regarder aussi la condition donc des pays qui les accueillent. Quand on prend le Bangladesh, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Ouais. Quand on compare à la Birmanie, moi. Le Bangladesh, c'était la deuxième fois que tu y allais? La quatrième fois. Quatrième fois, d'accord. Quatrième voyage, je suis parti au Bangladesh. Donc tu commençais à connaître. Je connaissais très bien la Et là, tu le connais par cœur maintenant. Là, je parle même. Tu l'as pratiqué, j'allais dire même au fin fond de ces prisons, malheureusement. Oui, c'est ça. Écoute, franchement, Ousmane, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment intéressant parce que Moussa connaît bien évidemment les Rohingyas. Alors nous, on les connaît de loin, on s'y en intéresse forcément. Mais toi, tu es un connaisseur, Moussa, et franchement, je t'invite régulièrement dans cette émission à venir nous en parler parce que on n'a pas le droit de rester silencieux. On se doit quand même te parler de ces gens qui vivent et qui est peut-être d'ailleurs une minorité la plus persécutée au monde aujourd'hui. Cela dit, Ban Ki-moon d'ailleurs. Oui, exactement. Cela dit, mon cher Moussa, il y a beaucoup de monde évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, qui se sont mobilisés pour demander ta libération, qui ont usé un petit peu de leur notoriété, comme l'a pu faire d'ailleurs Ousmane et beaucoup d'autres, mais aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être, il s'appelle Mohamed Bajrafil, l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous. Bonsoir cher. Salam alaikum Christophe. Bonsoir Mohamed Bajrafil, vous avez été aussi de ceux qui avaient exigé, demandé et suivi de très près le sort de Moussa. Moussa, Mohamed Bajrafil Moussa. Salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam Moustaz, comment ça va? Alhamdulillah Rabbil Alamin, et toi-même? Alhamdulillah, Barakallah, ça fait très plaisir de vous avoir ici et je suis très très honoré d'avoir pu voir lors du Bourget l'élocution que vous avez pu faire à mon encontre. Vraiment, c'est un très grand honneur. Merci beaucoup. Allah yasalimak, c'est partagé. Alors sache que la première invocation que j'ai faite pour toi, je l'ai faite, j'étais à Médine. Et je l'ai faite, comme on dit, avec le cœur et l'esprit, parce que j'estimais que dans ce monde d'injustice et d'inégalité, avoir des gens comme toi qui se donnent corps et âme au service, qui se mettent corps et âme au service des autres, c'est rare, pour ne pas être souligné, et surtout les conditions dans lesquelles tu as été retenu. Et je t'avouerai que
ta détention injuste m'a posé beaucoup de questions et je n'ai depuis cessé de demander à nos frères et sœurs de confession musulmane de cesser de penser que le monde, pas beaucoup, mais en tout cas il y en a quelques-uns qui pensent que le monde est divisé en deux, les bons musulmans d'un côté et les méchants non musulmans de l'autre. Parce que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Il y a des gens qui sont utiles, qui ont pu être utiles à Moussa, qui lui ont donné de leur temps, de leur amour, de leur argent, de tout ce dont ils disposaient, qui n'étaient pas musulmans, alors que moi, par exemple, j'ai pas pu faire grand chose pour Moussa. Et l'exemple que j'avais donné, c'était justement le cas que vous venez de citer, celui du Bangladesh, qui, faut-il le rappeler, est la troisième plus grande nation musulmane au monde en termes de nombre d'habitants. Parce que, en fait, cette donnée-là, les gens ne l'avaient pas. Certains pensaient que tu étais emprisonné et par un État non musulman, étant donné qu'on est dans la dichotomie du méchant musulman, du méchant non musulman, que l'on oppose aux gentils musulmans. Donc j'ai dû écrire un post dans ce sens pour dire que en fait la question de Moussa, elle en pose 4, celle de la situation. La première question, c'est qui est Moussa? Donc un humanitaire, deuxième musulman. Deuxième chose, où est-il parti? Il est parti au Bangladesh, un État à majorité musulmane de par les habitants et qui depuis les années 90 appliquait stricto sensu la charia. Il faut aussi le mentionner. Troisième question que ta détention posait, c'est qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il est parti aider la minorité, comme vous venez de le dire, la plus persécutée au monde, et ce, selon les déclarations des Nations Unies. Quatrième question que posait ta détention, c'est à qui demandait-on ta libération? On l'a demandé au gouvernement français. Et à partir de là, moi j'ai donné ma réponse à moi, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus une personne appartenant à une case, mais on est multicasquette. Moussa, il est musulman, il est africain d'origine, il est français de nationalité et il est humanitaire de profession. On ne peut pas enlever quoi que ce soit à ce que tu es, n'en déplaise à ceux qui parlent de gauloiserie ici et là. Donc tu es ce que tu es. Et n'en déplaise également à ceux qui pensent, encore une fois, qu'il y aurait les musulmans d'un côté et les non-musulmans de l'autre. Voilà, en fait, l'exemple de l'homme du 21e siècle que nous le voyons ou non, nous sommes devenus. Et c'est sincèrement au titre de cela que j'avais interpellé certains de nos frères en leur disant, vous voyez, encore une fois, que la vie, elle est complexe, il n'y a pas de musulmanie. Ceux qui pensent qu'un jour on va rentrer dans un chez nous, dans un chez nous idéalisé et imaginaire, en fait en Moussa ils ont le contre-exemple parfait. Et au fond, moi je militais pour que les gens comprennent que quand on exigeait du Premier ministre ou du gouvernement ta libération, c'est d'abord et avant tout en tant que Français, parce que autrement les musulmans emprisonnés dans le monde, ne serait-ce que dans ce pays qui s'appelle le Bangladesh de manière injuste, il y en a des millions. Et c'est pas pour autant que nous nous mobilisons, parce que même si nous nous mobilisons, nous n'aurions pas eu l'écoute, n'est-ce pas, du gouvernement tel que nous l'attendions. Et en fait, j'ai beaucoup souffert en te sachant dans cette situation, mais j'ai aussi beaucoup ri en te sachant libéré. Alors sache qu'il y a eu une fausse joie. La première. Ah oui, on va y revenir dans un instant. Ouais. À l'annoncer, et finalement on nous a dit que c'était une joie une fausse joie, parce qu'en fait tu n'étais pas entièrement libéré, mais la seconde a été la bonne. Et je te dis sincèrement tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes pensées continueront à aller à ton endroit, et surtout que j'ai appris que tu continues le combat qui t'anime, et tu sais,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est à moi d'abord que je l'adresse avant de le dire à ceux qui nous écoutent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam définissait la joie, la vie de l'homme, et il a dit dans un hadith magnifique, man asbaha mu'afiyan fi badanihi, celui qui se réveille avec la santé, aminan fi sirbihi, qui jouit de sécurité, de la sécurité, qui dispose de la pitance de son jour, de son quotidien, de la journée. C'est comme s'il disposait de ce monde dans toutes ses largesses. Ce qui veut dire encore une fois qu'il ne faut pas grand chose en fait pour être à la disposition des autres, pour se mettre à la disposition des autres. Il faut savoir se rendre utile, et nous avons en toi un bel exemple de quelqu'un qui se rend utile, et à ce titre je te dis vraiment merci, et je ne peux que te souhaiter une chose, la réussite fi dunya wa fil akhirah. Voilà ce que j'avais à dire. Merci cher Ousmane Temera qui est avec nous, évidemment on vous salue, et vous rencontrerez d'ailleurs tous les deux parce que vous êtes ensemble à Angers, je crois, pour une conférence ensemble samedi prochain, c'est bien cela? Oui, Inch'Allah, samedi prochain. Oui. Samedi prochain, soit à l'heure. Ouais. C'est pas mon fort, tu le sais bien. On va en partir sans toi alors. Merci cher en tout cas pour avoir donné 2-3 mots pour Moussa, je sais que vous y teniez. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, c'est vrai que voilà. Bah Moussa, quand t'entends tout ça, je suppose que ça doit faire des choses quand même, non? Ouais, non mais c'est vrai que ça, il y a énormément de personnes qui viennent me voir, qui me disent Moussa, tu sais, on a pleuré pour toi. Des gens même sur Facebook qui me disent, des gens que des petites filles, des grands, des papas, ils viennent, ils me disent Moussa, tu sais, j'ai pleuré la nuit, j'ai pas dormi pour toi, j'ai prié pour toi, et ça a pas de mots, vraiment ça a pas de mots. Mais alors Moussa, il y a aussi des gens pour m'être un peu renseigné qui ne te connaissaient pas avant ton épreuve donc au Bangladesh. Et qui, j'allais dire, aussi j'allais pas dire profiter, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, mis ton affaire en avant pour essayer de faire du buzz te concernant. Comment on fait d'ailleurs quand on est, j'allais dire, dans une épreuve pareille, pour distinguer celui qui est réellement sincère avec toi et celui qui, j'allais dire, t'utilise pour peut-être faire un peu son buzz ou faire parler de son site ou je ne sais quoi? Déjà moi j'étais en prison, donc toutes les personnes qui se sont mobilisées, me connaissant ou pas, j'avais aucun regard sur ça. Mais après ce que je peux dire là-dessus, c'est la famille qui peut avoir un vrai regard là-dessus. Moi personnellement, vu que une fois que je suis sorti, j'ai pu tout remettre dans l'ordre, mais sinon quand il y a un buzz comme ça, on peut jamais réellement sonder qui est sincère ou pas. Hein. Les sincères, c'est... Alors Ousmane et chers amis auditeurs, on va essayer de passer en revue ce qui s'est passé. Donc on était au mois de décembre 2015. Tu étais parti, j'allais dire, rencontrer donc cette minorité des Rohingyas. C'était un voyage qui était pour préparer une intervention humanitaire, c'est ça? C'était pour un état des lieux? C'est ça, c'était un état des lieux. Donc je partais principalement, en fait, j'étais plus en repérage parce qu'on avait pour objectif de faire une école pour des enfants Rohingyas sur place. Et en fait, c'est un travail qu'on avait déjà préparé depuis mes précédents voyages au Bangladesh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, ça devait pas du tout se passer comme ça. J'étais censé venir avec une ONG sur place. Cette ONG a fait faux bond à la dernière minute, donc je me suis retrouvé seul. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai été amené à partir vers Teknaf. Donc là, je me suis fait arrêter en tuk-tuk avec mon traducteur, mais là-bas, j'étais censé partir avec une ONG et donc travailler donc pour les enfants Rohingyas et construire une école sur place, travailler essentiellement sur l'éducation. Parce que nous aujourd'hui, le constat qu'on avait fait donc des précédents voyages, c'est que certes il y a un besoin qui est réel, mais on voulait vraiment partir sur le développement durable avec cette communauté. Et on a vu qu'il y avait, en tout cas, le constat qui était alarmant qu'on avait fait, c'était qu'aujourd'hui il y avait aucune éducation, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école au Bangladesh. Donc on voulait développer ce volet-là. Et ensuite donc tu te fais arrêter donc avec ton traducteur. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que donc j'arrive sur place, donc je visite 5 écoles
Je visite 5 écoles. Bon, c'est très, faut que je raconte vraiment quelques détails pour que les gens puissent comprendre. C'est que quand je vais visiter ces écoles-là, avant de visiter ces écoles, l'école nous appelle pour savoir qui viennent les visiter. Donc là, moi, je me présente sous le nom de Moussa Ibn Yacoub. Et donc, ça fait que quand je vais visiter ces 5 écoles, ils vont me donner une feuille avec des doléances, avec les besoins de l'école. Et donc, les 5 écoles me remettent ce papier-là. Ce qui fait, c'est que moi, quand j'arrive la ville de Cox's Bazar au Bangladesh, le lendemain, on prend le taxi et on va à Teknaf. Quand on va à Teknaf, je me fais arrêter au checkpoint par les militaires. Les militaires procèdent. Alors, sur place, ce qui se passe directement, c'est qu'ils me fouillent, ils prennent mon portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'est jamais arrivé auparavant d'être fouillé par la police ou militaire. Et là, la première fois, donc, je vois des militaires fouillent mes affaires, fouillent mes papiers, me fouillent aussi. Ils découvrent sur moi donc des billets d'une monnaie locale étrangère. À partir de là, donc c'était de la monnaie locale de la Birmanie. Il faut savoir que juste avant j'étais en Birmanie, donc ils voyaient. Là, nous on est à la frontière avec la Birmanie aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est un détail qui est important parce que à partir de là, ils se disent il y a peut-être un trafic avec le pays limitrophe, parce que c'est vrai que là où on se trouve, c'est qu'il y a des gros trafics de stupéfiants à Teknaf entre la Birmanie et le Bangladesh. Donc ils voient un étranger, ils voient une monnaie locale. Ils se disent qu'est-ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose. Donc à partir de là, ils appellent leur chef. Le chef, quand il arrive, il pose pas de questions, il m'emmène directement à la base militaire. Et la base militaire, là je parle au chef militaire. Et donc là, le premier interrogatoire commence. Donc là, il fouille mes papiers. Et dans mes papiers qu'il découvre, il voit donc les 5 écoles que j'avais visitées au préalable. Et là, pourquoi tu as visité ces écoles-là? Ouais. Alors là, il y a un détail qui est important, qu'il faut aussi souligner, c'est comme en Birmanie, il est interdit de venir aider les Rohingyas au Bangladesh. Musulmanes ou pas, de toute façon, toutes les ONG musulmanes ne travaillent plus au Bangladesh, si ce n'est l'association IAA turque, qui a son bureau à Chittagong, mais c'est avec des très très gros pots de vin qui est donné au gouvernement. Mais sinon, il n'y a aucune ONG musulmane. Là aussi, pareil, c'est extrêmement difficile de venir travailler de manière officielle. Ousmane, un pays qui s'appelle le Bangladesh, comme le disait Bajrafil il y a quelques minutes, qui prétend appliquer la charia, interdit à ce qu'on aide cette minorité la plus persécutée au monde, les Rohingyas, qui est à ses portes. Ça montre à quel point la notion d'État islamique en fonction de la religion de la population est incongrue. Si on devait juger et jauger la plupart des pays musulmans quant à leur application de la justice à l'aune de ce que dit la charia, aucun pays musulman aujourd'hui n'applique réellement la charia. Et donc aucun pays musulman n'est véritablement musulman si on prend le critère de la loi. Donc ça en dit long sur ce qui se passe. Et effectivement, l'islam, c'est d'abord des principes. Quiconque adhère à ces principes adhère à la communauté. Quiconque refuse d'appliquer ces principes, quand bien même il pourrait s'appeler Mohamed ou qu'il soit d'origine musulmane entre guillemets, ne serait en rien en lien avec l'islam. Donc ça montre à quel point il ne s'agit pas de faire de l'islam une identité, une nationalité ou une carte d'identité, mais plutôt l'adhésion à un corps de principe et une application concrète de la fraternité et de la justice entre les êtres humains. Donc le Bangladesh, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand il y a une pauvreté endémique, quand il y a de la corruption, quand il y a un certain nombre de discriminations faites aux femmes, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles quand il s'agit d'aider un peuple frère. Donc là, tu te retrouves évidemment un premier interrogatoire. On te reproche donc d'avoir été visiter ces 5 écoles. Mais il y a pas que ça, il y a aussi un problème d'identité, Moussa. Mais justement, c'est à partir de là que ça se présente, parce qu'en fait, quand ils regardent tous mes papiers, donc dans les papiers dans mon sac actuellement, il y a donc ces doléances et en même temps, il y a mes autorisations d'exercer en Birmanie, mais pas au Bangladesh. Donc ils se disent il est venu ici aider les Rohingyas, parce qu'il est en Birmanie, en même temps il a visité 5 écoles, c'est pas clair concrètement quelle est la raison de ta visite. Et moi je pouvais pas ouvertement dire oui, non, je suis venu ici aider les Rohingyas. Donc à partir de là, il constate qu'il y a marqué Moussa Ibn Yacoub et que ça diverge, que ce n'est pas mon nom qui est sur mon état civil, sur mon passeport. Oui, parce qu'on précise que Moussa Ibn Yacoub, c'est ton nom, prénom que tu as choisi de converti. C'est ça, mon nom de conversion. Mais ce qu'il faut savoir, parce que je pense que c'est ce qui a été dit, je me suis pas présenté comme ça militaire, je m'appelle Moussa. Non. C'est ce qu'ils ont constaté sur les papiers qu'il y avait avec moi. Ouais. Et donc, à partir de là, ils ont vu qu'il y avait une différence entre les papiers que je présentais, qu'ils avaient trouvés, et en même temps, mes papiers sur mon
passeport. Et donc à partir de là, ils ont dit, bon après donc nous on s'est expliqué, moi pour moi il y avait aucun souci, on se trouve dans un pays musulman, je leur ai dit écoutez, je me suis converti à l'islam et puis maintenant je me fais appeler Moussa et que là en l'occurrence on est dans un pays musulman, je vois pas pourquoi il y aura un problème que je dise que je m'appelle Moussa ou autre. Donc là les policiers me font comprendre qu'il n'y a aucun souci. Donc je fais un premier interrogatoire, tout se passe bien, il me filme, un deuxième interrogatoire, tout se passe bien, il me filme, il me dit bon, j'en ai fini avec toi, tu vas parler à mon chef. Donc je pars de la base militaire et je vais faire un deuxième interrogatoire. Donc le deuxième interrogatoire c'est la même chose, mais à partir de là, quand je sors de la voiture, ils veulent me mettre les menottes. Et là je constate quelque part directement il y a un problème. Donc je me dis, je vais appeler mon ambassade. Parce que moi, à partir de jusqu'à là, j'avais pas appelé l'ambassade et pour moi, il y avait aucun souci. Le problème, c'est que j'appelle l'ambassade ne répond pas. Donc du coup, ton employeur n'était toujours pas au courant? Non, je le contacte pas parce que pour moi, ce n'est pas grave. Tu n'as pas pris la dimension de la gravité de la situation, quoi. Parce que pour moi, il y a une histoire de prénom. Elle ne peut pas être grave, en fait. Ouais, c'est pas grave parce qu'on me dit oui, bon, il y a un problème de prénom. Ouais, mais à partir du moment où on veut te passer les menottes, quand même, c'est que on veut me passer, ça se corse quand même. Justement, mais quand je parle puis après d'ambassade, ils me font comprendre. Bon, après, ça a été leur manière, ils m'ont plus ou moins amadoué, mais ils m'ont dit non. En fait, quand j'ai sorti l'arme de l'ambassade, ils se sont tous calmés. Ah bah oui, ça marche toujours comme ça. Voilà. Et à partir de là, ils ont dit non, vous inquiétez pas, your guest, vous êtes notre invité, tout va bien se passer. Vous avez quelques questions et puis ça va se terminer. Ce qui se passe, donc pareil, donc à partir de là, donc les mêmes interrogatoires, les mêmes questions, j'y réponds, mais je sens qu'il y a un problème avec l'association Barakesti. Donc là, ils disent Barakesti, voilà, qu'est-ce que c'est cette association, qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle, qu'est-ce que fait Barakesti dans le monde. Donc moi, je m'explique très clairement, sans tergiverser. Et puis, mais je comprends qu'il y a un problème, que ça pose problème, mais on va pas plus loin. Donc on était passé de l'épisode d'un problème d'identité à un problème de fait d'avoir été visiter 5 écoles à un problème concernant ton employeur. Voilà, mais sans pour autant entrer dans les détails, oui. Sans pour autant aussi me le dire. Mais c'est moi qui reçois, c'est plus un ressenti qu'une chose qui est clairement dite. Et puis d'accord. Après, ce qui se passe, c'est que j'étais toujours avec mon traducteur, Imam, qui était avec moi, qui m'a accompagné jusqu'à la fin, jusqu'en prison. Ce qui se passe, c'est que ils arrivent à mais à retirer de l'argent. C'était plus ou moins une centaine d'euros à mon traducteur. Et dès qu'ils ont récupéré cet argent, ils nous laissent partir. Donc là, ils nous renvoient à la base militaire. Donc là, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me fais arrêter les 8h30 du matin. Je passe tous ces interrogatoires-là. Donc là, je repars à la base militaire à 8h du soir. Donc 12 heures plus tard. Plus de 12 heures. De 8h du matin à 8h du soir. Oh, oui, c'est ça. 12 heures, ouais, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que il me dit voilà, maintenant tu vas passer un dernier interrogatoire et puis après cet interrogatoire c'est fini, tu rentres à la maison. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est ce qu'on va voir dans un instant, si tu le veux bien, juste après la pause, avec les auditeurs aussi qui attendent et qui souhaitent te poser des questions. On va essayer de ne pas raconter évidemment tous les détails parce que sinon on n'aurait pas assez d'émissions pour le faire. Mais pour histoire que les gens comprennent ce qui s'est passé du début à la fin, d'essayer de parler des détails importants qui ont fait que cette affaire quand même a pris une telle ampleur. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Moussa évidemment qui est avec nous et avec qui on essaie de relater un petit peu cette épreuve traversée dont on s'est fait écho donc sur France Maghreb 2 au Bangladesh. Moussa, donc on en était arrivé donc du côté du Bangladesh avec ces interrogatoires, donc plusieurs interrogatoires et là on te fait comprendre que finalement ça va se passer et on te renvoie donc vers le camp militaire pour te dire que ça c'est bientôt fini, sauf que ça s'est pas passé comme ça, Moussa. C'est ça, voilà, je vais essayer d'être très bref pour pas trop perdre de temps et pour que les gens puissent comprendre dans les grandes lignes ce qui m'est arrivé. Donc du coup, j'arrive, je reviens à la base militaire et là c'est plutôt les services secrets qui m'accueillent, qui me fait passer service secret du Bangladesh. Du Bangladesh, voilà. Donc là c'est un stade au-dessus, c'est des personnes qui parlent un anglais très soigné avec des questions très précises et donc directement ils en viennent au fait sur la question des Rohingyas. Donc clairement et très clairement ils me disent voilà, le problème c'est les Rohingyas, tu es venu aider les Rohingyas et ces écoles-là, pourquoi? Donc là c'est vraiment très clair. À partir de là, moi je fais une rupture de dialogue avec ces personnes-là et donc l'interview se termine. L'interrogatoire se termine, pardon. Et donc là, c'est compliqué parce que il y a les militaires qui me disent bon, c'est bon, tu peux partir. Et donc, mais le problème, c'est qu'il est 23h.
Il est 23h, moi j'ai mon sac, je suis à Teknaf. Mon hôtel, la Cox's Bazar, il y a 3 heures de route, on est dans la forêt. Et ils me disent, tu peux pas rentrer, c'est pas possible. Donc, tu dois rester avec nous. Moi, je leur dis, écoutez, je reste pas avec vous. Et donc là, en fait, ils avaient déjà pris leur décision de m'arrêter. Mais ils savaient pas comment me faire, et ils savaient pas comment le dire. Ouais. Et il me dit, ouais, mais non, écoute, tu vas rester en sécurité avec nous, tu restes avec nous, et puis le lendemain, tu pars. Je dis, non, moi, je pars, je rentre, c'est bon, j'ai passé la journée avec vous, c'est bon, je suis fatigué, je rentre chez moi. Il me dit, si tu rentres pas avec nous, je t'arrête. Je dis, mais attendez, je comprends pas. Vous m'avez dit que c'était terminé, que je pouvais rentrer, et là, maintenant, vous me parlez de m'arrêter. Et là, il y a un moment de flottement, il y a les militaires qui m'entourent, je sais pas quoi faire, et il est 23h, je dis, bon, c'est bon, vas-y, je reste avec vous. Et là, donc là, je vais au commissariat de police. Le problème, c'est quand j'arrive au commissariat de police, il y avait un procès verbal qui m'attendait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Là. Je dois rentrer à la maison. Je rentre vous me dites finalement, on reste ensemble pour la sécurité. Il y a un procès verbal qui m'attend, donc dans ce procès verbal qui dit, j'ai falsifié donc mon identité. Je donnais une fausse identité. Là, tu commences à connaître en fait ce qu'on te reproche, quoi, officiellement. Officiellement, mais en même temps, là, en fait, moi, j'ai on va dire un commissaire qui est face à moi, qui me présente un procès verbal, sans me le présenter, hein, parce qu'en fait, même là, quand j'arrive, le commissaire, il me dit, voilà, tu vas dormir là, dans la cage à poules avec les autres détenus. Je dis, mais attendez, mais c'est quoi ce beans, comme dirait l'autre. Je dis, écoutez, moi, on m'a dit de venir ici pour ma sécurité parce qu'il était tard et que je pouvais pas rentrer à la maison. Il est hors de question que je dors avec d'autres détenus. Et puis après, c'est là que involontairement, il me sort le procès verbal. Et donc là, il me montre plus ou moins ce qu'il me reprochait. Donc là, ma fausse identité. Et il me le dit sans véritablement me dire. Je suis peut-être venu faire des actes terroristes sur le territoire. Là, moi, j'entends, je me dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il me dit finalement, on va en reparler le lendemain. Mais qu'il est hors de question que je dors avec les autres détenus. Donc là, il m'ouvre son bureau, je dors dans son bureau, bien que son bureau est fermé avec des barreaux. Il revient le lendemain à 11h du matin, donc là, sachant que je n'ai toujours pas parlé à Baraka City, je n'ai toujours pas parlé à mon ambassade qui ne répond pas. Et donc là, il est face à moi, et là, moi, j'entends terrorisme. Je me dis, mais là, ça, c'est pas possible. Hein. Il faut absolument que je prévienne tout le monde. Donc je préviens, donc là, je sais pas comment, j'arrive à tomber sur un numéro de l'ambassade qui répond. Et là, donc, je fais l'historique. Et là, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Parce que, bon, après, c'est aussi avec du recul. Hein, mais la veille, quand je parle avec les services secrets, le soir à 23h, ils me disent, ne t'inquiète pas, ton ambassade est très informée sur ce qui t'arrive, sur ce qui se passe et sur tous ces interrogatoires. Ils sont au courant de tout. Parce que moi, j'avais là, avec les services secrets, j'avais aussi fait la menace de l'ambassade. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas. Hein. Ils sont au courant de tout et ils sont au courant. Mais en gros, voilà quoi. On travaille en étroite collaboration avec eux. Mais ça fait pas tilt quand ils me disent ça, parce que moi, j'ai pas encore eu l'ambassade. Et le lendemain, quand je suis face au commissaire, donc je parle avec le commissaire et en même temps, j'arrive à voir l'ambassade et je leur explique. Ils me font comprendre que ils viennent d'apprendre ma situation. Mais là, moi, j'ai dormi et tout, donc j'arrive pas à faire les rapprochements. Donc là, donc directement, donc j'ai monsieur le consul qui est avec moi, qui est au téléphone. Je passe le téléphone au commissaire. Le commissaire, il a peur, il veut pas parler avec le consul. Il dit, écoutez, moi c'est mon chef, j'exécute les ordres. Parle avec mon chef et puis voilà, Moussa va être libéré. Donc là, le consul je reprends le téléphone, il me dit, c'est bon Moussa, t'inquiète pas, tu iras jamais en prison. Et même là, il me dit prison, je fais pas tilt. Je dis, attends, on parle de fausse identité, et à aucun moment on parle de prison. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a interpellé, donc, mais sans pour autant me faire peur, parce que l'ambassade m'avait directement rassuré en me disant que voilà, t'inquiète pas, tout va très bien se passer et tu ne vas pas aller en prison. Mais prison, il était rentré dans ma tête. Donc là, donc je parle au commissaire, le commissaire me dit, tu vas repartir en ville, tu vas faire un dernier interrogatoire et à partir de là, tout va se terminer. Je rentre dans le camion cellulaire, qui n'en est pas vraiment un, mais c'est un camion là où tous les détenus rentrent pour repartir au tribunal. Donc moi je pars dans cette optique donc d'aller à ce tribunal ou au commissariat je ne sais où pour avoir un dernier interrogatoire et que tout allait se terminer. Là je pars rassuré en sachant que j'ai parlé à l'ambassade et que l'ambassade a parlé avec le commissaire et que l'ambassade m'a dit qu'il allait parler avec le chef je ne sais lequel, mais entre guillemets je suis rassuré. Et c'est à ce moment-là que j'appelle Baraka City, que je fais l'historique.
Donc voilà, je leur explique ma situation, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, ne pas de s'inquiéter, que ne pas de faire de communication jusqu'à ce qu'ils aient de nouvelles de moi, et que quoi qu'il en soit, s'il y avait un contact ou une chose à faire, c'était de prendre contact avec l'ambassade de France au Bangladesh, et j'avais donné le numéro de Bangladesh, de l'ambassade du Bangladesh. Mais que je préviens que j'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, que 3 heures après, mon téléphone allait s'éteindre, et qu'effectivement, s'il n'y avait pas de nouvelles de moi, fallait faire quelque chose, dans le sens qu'il faut contacter l'ambassade, voir qu'est-ce qu'il faut enclencher avec l'ambassade si il n'y a plus de nouvelles de moi, parce que j'avais aucun moyen de les contacter. Ce qui se passe, c'est que moi, donc, j'arrive au tribunal. Au tribunal, il n'y a personne qui vient me voir pour m'interroger. Il est tard. Deuxième jour, là. Hein. Deuxième jour, donc ouais. ça fait 48 heures. Et là, je me retrouve avec quelqu'un qui parle pas du tout anglais. Je suis dans la cellule des arrivants, entre guillemets, au tribunal. Et là, il me dit, il est tard, il est nuit, il fait nuit, il n'y a plus personne. Il me dit, on va aller dans un autre endroit. Et c'est là que tu vas rester. Mais il parle pas anglais, je comprends rien, il me fait que des gestes. Et là, donc, on monte dans le véhicule, et là, pour le coup, c'est un vrai camion cellulaire. C'est un vrai camion cellulaire, là où les détenus rentrent. Et là, on se dirige à un endroit, je ne sais pas où. Mais moi, je ne vais pas avec les détenus, il me laisse à l'avant pour me faire croire que moi, je suis pas comme les autres, et que, comme au début, en fait, me faire croire que tout va bien se passer, que je suis un invité, et que, après ce dernier interrogatoire, ça allait se terminer. Et là, on arrive, en fait, le camion cellulaire se gare directement face à la porte. Donc, on rentre dans une grande salle, je ne sais pas c'est où, je ne sais pas c'est quoi. J'ai quelqu'un en face de moi qui se présente, qui est en civil, qui me dit, si tu veux rentrer à l'intérieur, il faut que tu me passes tous tes effets personnels. Je dis, mais pourquoi? Je dis, moi, je garde tous mes affaires, et mon appareil photo, mon argent, ma carte bleue, tout ça. Je dis, non, moi, il est hors de question que je passe mes affaires. Et il me dit, si tu veux rentrer à l'intérieur, tu dois passer tes affaires personnelles. Je dis, mais non, donc on discute, on essaye. Il me dit, c'est impossible. Il me dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, tu pars demain. Donc, laisse tes affaires. Je dis, ok, après mon longue négociation, j'accepte. Et là, je passe mes affaires, je passe tous mes effets, je note ce que j'ai donné, tout ça. Et puis là, il y a quelqu'un, il vient me faire une fouille au corps. Je dis, mais attends, mais pourquoi il fait une fouille au corps avant de rentrer dans l'hôtel? Dans l'hôtel, ou je ne sais trop quoi. Et là, on rentre, et là, je vois, en fait, finalement, c'est la prison. Je vois que c'est la prison. Et donc, j'arrive, je rentre dans la cellule, et là, il y a 300, voire 500 personnes qui dorment comme ça. Et là, j'ai, subhanallah, parce que c'est très marquant mes premiers jours, parce qu'il y a des Rohingyas qui viennent directement. Ils viennent au chevet de la cellule, aux portes de la cellule, et ils me parlent en arabe avec le peu d'arabe que j'ai et aussi que eux ils ont, et on commence comme ça à échanger. Donc ils disent qu'ils viennent de Birmanie, qu'ils souffrent, et là moi en même temps je suis pas triste, j'ai ce sourire, et j'ai ce message, on va dire, d'espoir que j'essaie de transmettre en disant, voilà, je suis venu pour vous, je suis venu vous aider, j'ai traversé ça, aujourd'hui je me trouve ici, mais je vais partir demain, mais vous inquiétez pas, je vais prendre vos témoignages, on va parler demain. Et puis et il me revoit un visage triste en me disant que tu sais pas dans quel pétrin tu es. Et je lui dis, mais non, mais t'inquiète pas. Et là il est tard, et donc je rentre dans ma cellule. Donc je dors, et on se lève très tôt, à 4h du matin. Je me rappelle, c'est encore une fois les Rohingyas, parce qu'ils sont pas, c'est pas les plus nombreux en prison, mais ils me viennent me réveiller la nuit comme ça pour faire la prière de nuit. Et donc on se lève jusqu'à la prière du matin. Et donc là, les matins, on nous appelle, les arrivants, ceux qui sont arrivés la nuit, pour se présenter au chef de la prison. Là, le chef de la prison, il arrive, chacun passe un par un face au chef de prison. Et là arrive mon tour, et face à mon tour, il me dit, voilà, Moussa, il m'appelle par mon nom, et il me dit, voilà, il me dit une date. Et la date, en fait, il me dit 15 January. Je dis, quoi, c'est quoi ça? Il dit, c'est ton jour de jugement. Et donc là, on est le 22 décembre, il me dit le 15 janvier, donc c'est à peu près 25 jours. Et là, je pète les plombs. Là, c'est le début du début. Là, on commence vraiment à, waouh. Ça y est, tu te rends compte véritablement dans quel traquenard tu es tombé là? Bah oui, parce qu'en fait, hier, la veille, on me faisait des sourires, ouais. Tout se passe bien, t'inquiète pas, il y avait l'ambassade, non mais t'inquiète pas, la prison, qui m'avait dit au tout début. Je dis, mais pourquoi il me dit la prison? Puis là, je me retrouve en prison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il me dit, la veille, j'ai un policier qui me dit, tu sors le lendemain, là, on me dit 25 jours.
Et puis après, il s'est passé de multitudes de choses parce que s'en est suivi 3-4 jours où je n'ai aucun contact avec l'ambassade. J'ai justement le numéro 3 de la prison qui tous les jours appelle l'ambassade, l'harcèle, qui vient me voir parce qu'après moi ils m'ont mis à l'isolement parce que c'était impossible, je pouvais pas rester avec les 300 personnes, et qui me dit Moussa, écoute, j'appelle mais personne qui répond. Et là moi donc je suis à l'isolement, je suis là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'isolement? L'isolement en fait c'était plus par sécurité. D'accord. Mais donc par contre ce que tu nous as toujours dit c'est que tu as été bien traité. Oui, alors en fait, après ça va dans les deux sens. Hein. Quand on se comporte bien avec les gens, je pense qu'en retour, ils ont pas. C'est parce que c'est vrai. Alors après, en prison, non. Mais à l'extérieur, les policiers, ils usent de la torture, de toutes ces choses-là, et c'est de manière très très courante au Bangladesh. Mais après, une fois que tu es en prison, c'est la vie comme dans toutes les prisons. Après, c'est vrai que c'est les conditions qui sont drastiques, difficiles, surtout à l'isolement, parce que nous, on est isolés de tout, et même tous nos mouvements, ils sont contrôlés. On va dire, on avait notre cour qui était très courte, qui était très petite. On ne pouvait pas sortir de la cour. C'était une cour de 20 mètres carrés. On ne pouvait pas y sortir. On avait 5 cellules dans l'isolement. Et je sais pas pourquoi, moi, ils m'ont mis dans le compartiment où il y avait que des tueurs. Donc des gens qui ont tué des gens. Ah oui, d'accord. Et vous savez que c'est le compartiment qui est encore le plus contrôlé et qui est encore le plus fermé. Et bon, c'est vrai que ça veut dire qu'au début, c'était très très difficile parce que c'était vraiment fermé. Et moi, le dialogue avec les matons et même les chefs, ça a été difficile parce que peu de personnes parlaient anglais, donc j'avais du mal à me faire comprendre, du mal à comprendre d'abord ma situation, même du mal à comprendre comment j'allais avoir un avocat, ma défense, et même aussi le contact avec eux. Donc tout ça, ça a été difficile pour moi, au-delà des conditions dans lesquelles je me trouvais. Alors il faut qu'on passe évidemment pas mal de détails. La prison qui a été quand même une épreuve, j'allais dire la plus compliquée de tout ce qui était arrivé au Bangladesh forcément. Cette mobilisation, oui et non? Oui et non. Alors la prison, ça a été un moment difficile au début, parce que comme dans chaque épreuve, je pense que une fois qu'on comprend, parce que voilà, j'ai eu ce moment où j'ai dû me remettre en question au début. Hein, j'ai eu 3 jours de flottement où je me suis dit mais Moussa, tu es venu, tu as sacrifié quelque part. Est-ce que tu as un problème dans ta foi, dans ta niya, dans ton intention, dans ce que tu fais? Et donc voilà, ces 3 jours où je m'interroge énormément sur moi, sur toutes mes intentions. Et puis après, je me suis dit non, Dieu il m'a mis ici pour une mission. J'ai une mission. Cette mission, c'était pour aider ces personnes-là. Et s'il m'a mis en prison, c'est forcément qu'il y a une autre mission. Pourquoi, laquelle, je ne sais pas, mais j'allais la comprendre au fur et à mesure du temps que j'allais passer en prison, et que par la suite j'ai fait des rencontres, je peux pas envie de dire extraordinaires, mais qui m'a permis de très vite relever la tête. Alors il y a évidemment ces dates, on t'a parlé du 25 janvier, des dates à chaque fois qui ne correspondaient pas, puisque soit il n'y avait pas de juge, soit il se passait rien. Et puis on a annoncé un jour, je me souviens, c'était un mardi matin je crois, ta libération. Le 11 janvier. Le 11 janvier. Alors donc Moussa libéré, donc tout le monde commence à s'emballer, se réjouir forcément, parce que entre temps il y avait une communication qui s'était quand même enclenchée de la part de Baraka City notamment, donc libération, tout le monde est content évidemment, pétition pour demander la libération de Moussa qui commençait à obtenir quand même quelques milliers de j'aime, de signatures. Et puis alors le lendemain matin, finalement, non, Moussa reste en prison. Mais alors dans cette épreuve, toi, tu n'es pas sorti de prison, tu y es resté. Je suis resté en prison. Ça a été un des moments les plus durs. Il y a eu 2 moments très très durs en prison. Le début, quand j'ai appris que j'allais rester 25 jours. Et puis après, il y a eu effectivement cette libération avortée. Et quand j'ai vu partir mon co-détenu, qui a été libéré, moi je suis resté un mois de plus. Ça a été les 3 moments qui ont été vraiment difficiles. Alors la libération avortée, pour revenir très brièvement là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que moi en fait j'ai pu voir le juge en personne qui m'a ouvertement dit clairement mot pour mot, parce qu'il y avait rien qui était acté, mais qui m'avait fait comprendre que j'allais être libéré, mais qu'il fallait suivre les procédures du pays, et que pour suivre les procédures, il fallait que je passe un interrogatoire avec les services secrets, et que une fois que j'aurais passé cet interrogatoire, les services secrets redonnent le rapport final à la justice, et là le juge acte ma libération. Mais avant que toute cette procédure se mette en place, moi j'ai pu parler avec le juge, je lui ai dit quoi qu'il en soit, ta libération est actée en mon sens, et que donc cette date, donc la date du 11 janvier, tu seras libéré. Donc à partir de là, moi j'ai pu, et les avocats ont pu communiquer directement avec Baraka City pour dire que j'allais être libéré. Moi j'ai appelé mes parents, j'ai pu appeler mes parents pour dire aussi que j'allais être libéré, mais il fallait attendre cette date du 11 janvier, la date où j'allais repasser
où j'étais censé repasser devant le juge et que le juge acte finalement cette décision de libération totale. Mais ce qui s'est passé, c'est que alors bon, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, je suis en prison. Moi, je suis en prison. Je dis au revoir à tout le monde, les co-détenus, les matons, le chef, tout le monde. Je prends mes sacs, mes affaires, je range tout et je sors et j'attends. J'attends. Et là, le temps passe. Et mes co-détenus viennent me voir et me disent Moussa, c'est pas pour aujourd'hui. Je dis mais non, c'est bon, j'ai parlé avec le juge. Non, Moussa, c'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi je raconte ça? Parce que je fais directement un flash forward, un saut dans le futur. Parce que le véritable jour de ma libération, c'était les mêmes conditions. L'heure, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en prison, entre 10h et 17h, avant 10h, les portes ne s'ouvrent pas, et après 17h, on n'a plus le droit d'ouvrir les portes, on reste dans les cellules. Ouais. Et là, en fait, l'heure était passée. Le jour du 11 janvier, l'heure était passée, et en fait, le jour de ma vraie libération, l'heure était encore passée. Et les co-détenus m'ont dit, Moussa, tu vas toujours pas être libéré. Ça va être comme la fausse libération. Libéré quel jour? Le 1er mars. 1er mars. Et donc, pour revenir très brièvement, donc, sur le 1er mars, pour le 11 janvier, donc là, je fais mon pactage, et là, j'ai le chef de la prison qui vient me voir, qui me dit, donc moi, je m'attends, et qui me dit, c'est bon, Moussa, tu vas rentrer. Il me dit, non, Moussa, t'en as encore pour quelques semaines avec nous. Et là, j'apprends finalement que je suis pas libéré, que j'ai un nouveau dossier qui est sur mon dos, et que j'allais rester encore quelques semaines. Donc là encore une nouvelle épreuve, quoi. Nouvelle épreuve. Ouais. Alors entre-temps, avec Ousmane, nous ici, on était tous mobilisés évidemment. Cette pétition qui grandit de jour en jour, j'allais dire. Il y a ce fameux passage à la télé du président de Baraka City, qui d'ailleurs, je tiens à te le dire tout de suite, a été très peu salué par les auditeurs de la radio et dans l'ensemble, je veux dire, par les gens qui ont trouvé ce geste extrêmement maladroit. Je me rappelle d'ailleurs, pour la petite histoire, avoir eu quelques personnes qui te connaissent, mais alors très très bien, dépité au lendemain de cette interview, parce qu'en disant, mais Baraka City, voulant médiatiser cette affaire et profitant, j'allais dire, de cet espace médiatique qui leur a été offert, n'a pas du tout rendu service à Moussa. Au contraire, là, plutôt, j'allais dire, de manière isolée. Toi, t'as découvert ça en sortie de prison, hein, donc ce passage de Baraka City, on t'en a parlé déjà quand t'étais en prison. Alors, c'est mon frère qui m'en parle quand quand il vient de me visiter la première fois en prison. Ouais. En fait, pour repartir dans le contexte, donc moi je suis à l'isolement, je n'ai aucun écho sur ce qui se passe à l'extérieur, si ce n'est la première visite donc de monsieur le consul en prison, qui me fait un premier écho donc de la première pétition avec 80 000 signatures, les gens qui se mobilisent, que ça commence à bouger, mais je n'en sais pas plus. Puis après donc j'ai Karim Achoui avec Samim Bolaki et Abdelrahim de Baraka City qui viennent au tribunal me voir, parce que j'étais pas en prison, en tribunal, donc c'est vraiment très bref. Karim Achoui, c'est Baraka City qui avait mandaté. Il est venu bénévolement, il est venu vraiment de sa propre personne. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai mandaté, il est venu vraiment de sa propre personne, de sa propre initiative. Et alors ça, je tiens à mettre un point, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que c'est Baraka City? Est-ce que Baraka City l'a mandaté? Est-ce que c'est Moussa qui l'a mandaté? Non. Karim Achoui, dès le départ, même je pense au lendemain de mon incarcération, lui-même, de sa propre initiative, a décidé de prendre cette histoire en compte. Alors après, quelle légitimité il avait auprès de ma famille ou autre, je ne sais pas, mais voilà, il a décidé de venir de lui-même. Et en fait, ce qui s'est passé avec Baraka City, c'est qu'il avait tellement d'éléments en sa possession me concernant, et donc c'était alors Baraka City a trouvé en fait préjudiciable de ne pas composer avec lui. Et donc du coup, avec ça, ils ont composé ensemble, et c'est comme ça qu'ils sont venus ensemble au Bangladesh. Alors, donc cette intervention, et c'est là que finalement, pour ne rien te cacher Moussa, ici à la radio, on avait décidé de se rapprocher plus du collectif et de la famille pour, j'allais dire, s'éloigner de cette polémique, hein, parce que c'était une vraie polémique, Ousmane, on t'en souvient de cette intervention télé dramatique, hein. Oui, effectivement. Et alors, il semblerait quand même, Moussa, que avec un peu de recul aujourd'hui, le Quai d'Orsay, qui a été sollicité à de moindres reprises, à beaucoup de reprises, te concernant, a fait un petit statu quo à un moment en disant bon bah écoutez, tant que finalement vous désolidarisez pas de Baraka City, en parlant du comité de soutien, nous on fera pas grand chose pour Moussa. En clair, Baraka City, tant qu'ils sont dans les parages, on fera rien pour Moussa.
Oui, alors il est vrai que ce problème de Baraka City s'est longtemps posé dans la mobilisation de Free Moussa, et vraiment ça me désole beaucoup, parce que même avant la mobilisation, il y avait ce problème Baraka City, si ce n'est avec la mairie de Montreuil ou même d'autres chaînes télé qui n'osaient pas évoquer Baraka City pour des raisons que je ne sais pas, et ça aussi je tiens à le dire, parce que aujourd'hui très clairement, en grande partie, je suis parti en prison parce que on a stigmatisé Baraka City, parce qu'on a voulu donner on a plus ou moins mis une étiquette sur Baraka City. Mais j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui m'ont défendu, moi j'ai fait partie de Baraka City, j'ai traversé en 3 années où j'ai traversé le monde et pour représenter ces valeurs-là, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec la politique actuelle, on essaye de faire l'amalgame avec tout ce qui est musulman. Et donc c'est retombé aujourd'hui sur des personnes qui essayent de faire le bien, en l'occurrence Baraka City, et c'est ce qui a c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis parti en prison en grande partie. Ça c'est une première des choses. Après, pour revenir sur la polémique de Baraka City et le Quai d'Orsay, c'est vrai que aujourd'hui, moi je parle plus qu'aujourd'hui on a une politique qui malheureusement est très stigmatisante et qui fait très rapidement l'amalgame. Alors après, j'ai envie de dire que Baraka City est transparente sur bon nombre de choses. Canal+, là, je parle post, est transparente sur bon nombre de choses. Donc je ne vois pas en quoi Baraka City a des choses à se reprocher sur leur travail humanitaire, sur leur position, sur leur engagement. Là, je pense que Baraka City a été clair à bon nombre de reprises. Maintenant, le Quai d'Orsay, ça aussi, moi j'en ai beaucoup discuté sur place. C'est une politique qu'ils ont menée depuis le départ. Alors après, oui, bien sûr, heureusement qu'il y a eu le collectif, mais pour moi, c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu. Maintenant, oui, moi j'ai envie de dire Dieu merci qu'il y ait le collectif qui s'est créé, qui a fait que le Quai d'Orsay se soit mobilisé, mais trop tard finalement, parce que quand on regarde bien, si enquête devait avoir, l'enquête devait être faite en mon nom et sur moi et non sur Baraka City, parce que c'est moi qui ai été enfermé, ce n'est pas l'entité, et cette enquête a été faite pour moi a été beaucoup trop tardive, parce que je suis resté comme on le dit si bien 7 bons longs mois à attendre, et quand on regarde bien, quand les faits qui me sont reprochés, c'est pas mais est-ce que parce qu'il y a deux choses, je souscris tout à fait à ce que tu dis. La politique française internationale et nationale sur l'islam est une politique stupide. Une politique qui n'est pas pragmatique, qui n'a pas de stratégie et qui est dans l'idéologie et la croyance. Dès lors qu'il y a des musulmans de banlieue qui se mobilisent au nom de l'islam, on voit tout de suite immédiatement que c'est forcément des intégristes. On peut pas être un homme de foi musulman et aider les pauvres de manière sincère. Donc ça, cette grille de lecture fallacieuse et politicienne est très présente malheureusement. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, le fait qu'un citoyen français reste un citoyen français. C'est ça. La Constitution le dit très bien dans son article 1. L'État français ne fait de distinction entre aucun de ses citoyens sur le plan du sexe, sur le plan de la religion et autres. Ça c'est un deuxième point. Le troisième point, par contre, ce qui est posé à Baraka City, c'est pas tant ses actions, c'est l'idéologie qui sous-tend son action. On en parle, si vous le voulez bien, juste après la pub, la dernière, et après on va devoir conclure et surtout parler de ce que tu vas faire maintenant. C'est ce et qui surtout nous j'ai certaines choses à dire par rapport à ce qu'avait dit aussi Moussa. Et je vais aussi te laisser la parole, mon cher Ousmane, pour conclure sur tout ce qui a été dit et faire un petit résumé à ta manière. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, il nous faudrait beaucoup plus que 2 heures évidemment pour parler de ce qui s'est passé avec Moussa. Donc on va devoir passer, j'allais dire, maintenant à l'essentiel. Moussa, on était juste avant la pause en train avec Ousmane de parler de cette période délicate, de ce passage à la télé finalement qui t'a pas rendu service clairement, qui n'a pas d'ailleurs rendu service du tout à l'association aussi qui t'employait. Baraka City, est-ce que, pour faire clair aujourd'hui, avec le recul, tu en veux à qui finalement, avec tout ce qui t'est arrivé à cette épreuve? Est-ce que tu en veux à la France, qui selon toi n'a pas été à la hauteur et ne t'a pas considéré comme elle aurait dû considérer, comme ce fut le cas pour d'autres otages à travers le monde?
Ou tu en veux à ton employeur qui t'a peut-être aussi profité de cet espace médiatique, qui en a pas profité en tout cas et qui t'a plus enfoncé qu'autre chose. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Alors moi j'ai envie de commencer pour dire que j'en veux à personne, ni à mon employeur ni au Quai d'Orsay, et d'ailleurs j'en place une à quelqu'un au Bangladesh, à l'ambassade, qui a fait énormément de travail pour moi, qui m'a énormément aidé depuis le départ, qui est venu me visiter à plusieurs reprises en prison. Ça c'est une chose, et ça m'a fait beaucoup de bien sur tout le long que j'ai pu rester au Bangladesh. Puis après, pour revenir à Barakassi, aucunement je leur en veux. Depuis le départ, ils ont lancé une pétition, ils ont mobilisé la France entière, au-delà de la France, parce que récemment j'étais au Maroc, même en Mauritanie, les gens étaient au courant, ils ont suivi, ils se sont mobilisés, donc ça je le dois à Barakassi, et ça je pourrais toujours les remercier, parce que c'est aujourd'hui ils ont réussi à faire mener ou à faire valoir une chose qui me tenait à cœur, c'est de parler des Rohingyas. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, j'ai envie de dire, mal que j'ai vécu en prison, on parle des Rohingyas, on entend, et les gens commencent à se mobiliser. Est-ce que tu es toujours salarié aujourd'hui de Baraka City? Oui ou non? Officiellement, je suis toujours à Baraka City. Est-ce que tu comptes y rester, ou est-ce que tu comptes peut-être profiter de ce moment pour entamer une nouvelle direction? Alors, j'avais donc bien avant même ce qui m'est arrivé au Bangladesh, j'avais déjà des projets pas forcément des projets, mais j'avais d'autres ambitions. Aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé au Bangladesh, c'est sûr que ça change une vie, on change de vision, on change de perception sur pas mal de choses, et alors après, je suis en train d'écrire un livre pour les plus intéressés qui pourront voir. Ça te fera l'occasion de revenir. Ça me fera l'occasion de revenir et de parler plus en détail sur mon parcours et mes ambitions, et ce sur quoi je tends à devenir. Mais j'avais pour objectif, donc comme j'ai fait au Bangladesh, donc de faire un centre pour les enfants, en fait de m'occuper des enfants de manière générale. Donc là on a commencé au Bangladesh avec Bani Street, donc les enfants des rues au Bangladesh, donc de sortir les enfants, les gamins des rues, et de les éduquer, de faire des projets dans ce sens-là. C'est un projet donc qu'on a pu commencer donc début juillet. On a lancé un financement participatif. On a pu collecter 70 000 €, un peu plus. Et donc voilà, en espace de 2 mois, on a pu sortir les gamins des rues avec lesquels je passais mon quotidien au Bangladesh. Aujourd'hui, le centre il est sur pied. On a 14 personnes qui travaillent tous les jours pour ces gamins-là. Pour moi, c'est une énorme réussite. Et comme je le dis à beaucoup de personnes, si demain je devais repartir en prison pour avoir un projet de la sorte, je repartirais sans problème. Tu repartiras au Bangladesh d'abord? Je repartirai au Bangladesh, mais s'il y avait un risque, et le risque, on me disait que c'était la prison, pour avoir le résultat qu'on a obtenu, je serais encore prêt à encourir le risque, parce que voilà, on se bat pour des convictions, et c'est ces convictions qui m'ont mené à aller là-bas. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de voir qu'on a pu faire un centre, et que c'est concret, que ces enfants sont sortis de la rue, et c'est ce pourquoi je suis venu au tout départ au Bangladesh. Donc toujours salarié de Baraka City, mais ça devrait s'arrêter en bons termes. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, Baraka City, ça reste... mais c'est important de le dire, parce qu'on a entendu plein de choses, justement. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent, voilà. Je sais, il y a beaucoup... Mais moi, quoi qu'il en soit, après, bien sûr, pour être vraiment sincère et honnête avec vous, bien sûr, le supplément, ça m'a pas aidé. Ouais. Ça a été... T'as eu l'occasion d'en parler avec Driss? On en a parlé, mais très brièvement. On va en parler en plus en détail, mais même j'ai pas envie de revenir sur les choses qui pour moi sont passées. Je pense que ça sert à rien. Ce qui est fait, bien sûr. Mais bon. Et puis ça a fait du mal à ma famille, ça a fait du mal à beaucoup de personnes, et je pense que il faut savoir pardonner. Même moi en soi, pour revenir vraiment très brièvement là-dessus. C'est une erreur de parcours qui a fait que ça a engendré certaines choses. Maintenant, je pense que tout le monde je pense aussi pour Idriss, elle a su tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Je pense que voilà, il faut pas revenir là-dessus. Très bien. Je vais juste, si tu permets, pour conclure, parce que malheureusement c'est terminé, laisser la parole à Ousmane, qui a écouté, qui a été très très attentif. D'habitude il prend beaucoup plus la parole. Ousmane, là pour le coup, il a été très attentif parce que tu nous as raconté, est-ce que on t'en remercie d'ailleurs,
on t'a pas fait rappeler que tes bons souvenirs pour le coup. Mais c'était important de le faire savoir et de faire connaître un petit peu toute ton histoire qu'on se fasse une petite idée sur ton parcours et sur ce qui a pu se passer, même si on n'est pas forcément rentré dans les détails, on n'en a pas eu le temps, mais là, il faudra attendre le livre. Je pense que là, tu seras plus explicite. J'allais dire. Alors, Mousman, évidemment, on attend avec attention donc la conclusion de cette émission pour cet entretien que a bien voulu nous accorder Moussa. J'espère une conclusion provisoire et qu'on aura l'occasion. Bien entendu, évidemment. Cet échange et cette conversation. Tout d'abord, j'étais très très heureux de te voir en vrai. C'est vrai qu'on est en contact sur Facebook et qu'on a pu échanger. Moi, je retiens d'abord quelque chose de très important qui m'arrive de dire à mes petits frères et autour de moi. Ce sont les convictions qui forgent un homme. Quelqu'un qui n'a pas de conviction ne peut rien faire d'intéressant dans ce monde. Et il est intéressant effectivement de voir que une personne qui issue des quartiers populaires comme moi d'ailleurs n'est pas fatalement destinée soit à la prison, soit à la drogue, ou soit à la mort, ou en tout cas au football, pour ceux qui réussissent le mieux chez nous. Et qu'effectivement la foi, la conviction ne sont pas des choses négatives. Et ça, c'est une chose qu'en France, on devrait entendre. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être un religieux. C'est-à-dire, dans la vision française, souvent, un fou furieux qui pose des bombes. La majorité des musulmans aspirent à la paix, comme le nom islam l'indique. Et la majorité de ceux qui vivent dans les quartiers populaires ont des talents que si la France se donnait la peine d'entendre et d'écouter et d'arroser de bonté et d'attention, donnerait des choses merveilleuses dans ce pays et dans ce monde. Mais faute d'avoir cette attention, nous allons la porter envers nous-mêmes et faire en sorte que cela apporte des fruits. Et tu es l'un de ces fruits. J'ai vu aussi que tu parlais d'un projet de vie. C'est un mot que j'aime beaucoup utiliser dans le cadre non seulement de mon métier en tant que chef de projet politique de la ville et en tant qu'animateur où j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires, mais dans ma propre vie personnelle. Je pense qu'il faut avoir un projet de vie dans sa vie. Quel est ton projet? Moi, c'est toujours la question que je pose aux jeunes. Et malheureusement, pas beaucoup de personnes arrivent à me répondre. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de nos convictions et qu'on ne perd jamais à aller au bout de ses convictions. Donc, c'est ce que je comprends dans ton propos, mais pour parler comme Paulo Coelho dans L'Alchimiste, pour réaliser sa légende personnelle et son projet de vie, il faut savoir accepter les épreuves. Et l'épreuve est preuve d'amour. Et ça fait plaisir de voir en fait une personne qui sort des épreuves et qui n'est pas brisée. Parce que souvent on est toujours en train de se plaindre, oh on nous aime pas, oui ceci, et c'est tout à fait beau de voir que tu n'as pas de mots d'amertume envers ceux qu'on pourrait critiquer. L'État, moi j'ai des choses quand même à dire au niveau de ce qu'a fait l'État. Au niveau de Baraka City, tu n'as pas voulu qu'on entre dans le côté idéologique. Il y a des choses quand même à questionner. Non pas à pointer, parce qu'ils font quand même du bon travail, mais à questionner. L'humanitaire, s'il se fait au nom de l'islam, se doit d'avoir des valeurs claires, universelles et affichées, et pas rentrer dans les ambiguïtés. Si on est ambigu quand on fait le bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut savoir dire les choses clairement. Enfin, pour conclure mon propos, j'ai deux choses. Ceux qui aiment ce pays ne doivent pas attendre que l'élite leur donne la permission de crier qu'ils sont français. Ils doivent le faire d'eux-mêmes à travers leurs actions. Attendre que ce soit là-haut, le Quai d'Orsay ou je ne sais qui se mobilise pour que nous nous sentions français, c'est attendre la Saint-Glinglé pour qu'on arrive à ce stade-là. Donc c'est à nous de nous mobiliser. La mobilisation qui a eu lieu autour de ta personne montre à quel point la France n'est pas son élite et qu'il ne faut pas confondre une partie de l'intelligentsia française, une partie de l'élite française avec une autre partie de la population française et une autre partie de l'élite française qui est fidèle à ses valeurs. Tu l'as très bien dit, il y a des personnes haut placées au sein de l'ambassade qui t'ont aidé. Comme il y a d'autres personnes au sein du Quai d'Orsay qui ont bloqué les choses. Cela dit la croisée des chemins dans lequel se trouve notre pays. Une partie de l'élite est pour la continuité des valeurs françaises universelles. Elle est minoritaire aujourd'hui. C'est à nous, gens des quartiers populaires, c'est à nous, musulmans, c'est à nous,
personnes qui aiment ce pays, de leur donner les moyens de vaincre idéologiquement cet autre parti pétainiste qui, au fond, n'a de vision au niveau diplomatique que la lutte contre le terrorisme qui n'a aucun sens. Si ce n'est le fait d'aller frapper des personnes qui sont pour les valeurs universelles de ce pays au nom du fait de lutter contre d'autres personnes qui luttent contre nous. Parce que quand les gens posent des bombes dans ce pays, ils nous visent tous autant que nous sommes. Donc voilà, et là la question que j'ai envie de te dire, cher ami, il faut pas oublier la misère qui existe aussi en France. Si tu pouvais mettre en place quelque chose dans ce sens-là, je serais aussi de ton soutien. Bien sûr, avant de partir, comme j'ai expliqué, avant de rentrer à Baraka City, j'ai quand même passé les maraudes, oui. Les maraudes pendant 3 à 4 ans, et on a fait avec Au cœur de la précarité, il y a plus de 300 bénévoles qui tournent avec. C'est pour ça que je me suis permis de partir aussi en même temps. Hein. Superbe. Je suis pas parti en laissant l'association un peu orpheline. C'est qu'il y avait derrière une association qui aujourd'hui qui tourne très bien, et qu'aujourd'hui il y a un projet. Bon, j'ai pas trop envie de parler pour eux, mais ils ont un projet hivernal qui arrive, et leur projet c'est de rassembler toutes les associations qui travaillent dans le social, principalement dans les maraudes sociales, pour le coup pour l'hiver. Et ils vont mettre à disposition leur local pour que les autres associations puissent récupérer les plats pour les distribuer au centre d'abri la nuit. Bah c'est très bien, et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Et même avec Baraka City, j'ai travaillé en partenariat avec Au cœur de la précarité, donc toujours travaillé en France. Non, moi-même là, quand je parle de projet, la France, il fait... Bon, on aura le temps d'en rediscuter, hein, mais voilà, parmi mon projet de vie, tout à l'heure j'ai parlé très brièvement des jeunes de quartier que j'ai délaissés et qu'aujourd'hui je revois. Tu en as parlé tout à l'heure, oui. Pour moi, c'est primordial de revenir vers ces personnes-là, parce que ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, et de voir ce qu'ils sont devenus, de voir ce que je suis. Pour moi, j'ai rien de plus que. Pour moi, on a le même parcours, on a. C'est sûr qu'il y a eu des choix. Il y a eu des choix qui ont dû se faire, et que on n'a pas eu les mêmes choix, et que voilà, nos chemins se sont un peu ou moins perdus. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir vers eux et aussi de penser à eux, pourquoi pas dans le social. Merci en tout cas, Moussa, de nous avoir réservé ces quelques minutes. Merci pour ta persévérance et ta patience. À très bientôt. Que Dieu te récompense. Et évidemment, on va continuer de te suivre. T'as une page Facebook, hein, je crois. Oui, alors ma page Facebook, c'est Moussa Ibn Yacoub. Moussa comme ça se prononce. Ibn Ibn Yacoub. YACOUB. Très bien. Eh bien, on te suivra sur Facebook, et puis tu reviens quand tu veux ici, Moussa. Dès que tu le souhaites, voilà, tu viens. Merci. Nous parler des Rohingyas, nous parler de ce que tu as envie, et nous faire de mon prochain livre. Alors, et de ton prochain livre aussi. Il faudrait aussi remercier Christophe. Oui. Ah oui, bah oui. Parce que il s'est beaucoup énormément mobilisé. Donc vraiment bravo à toi. Merci pour ta persévérance et ta patience. Et puis ceux qui pensent que aller à l'extérieur pour aider les Syriens ou la cause de l'islam. La cause de l'islam, c'est la cause de l'humanité, et elle peut se faire dans un studio, comme au Bangladesh, comme dans les quartiers populaires. À chacun sa manière de le faire. À chacun sa manière. Exact. Merci Ousmane, merci à tous, parce que c'est toute l'équipe de la radio qui s'est mobilisée. C'est pas une histoire de personne, c'est une histoire d'équipe qui s'est créée pour venir à ton aide, enfin demander et surtout exiger ta libération. On a été de ceux à demander par exemple aux auditeurs d'alerter leurs élus locaux pour qu'ils exigent justement par exemple comme ce qu'on fait de tradition, c'est-à-dire d'afficher une photo d'un otage. Voilà, ça a été le cas qu'à Montreuil, malheureusement on n'a pas réussi. Aussi de faire pression auprès du ministère des Affaires étrangères, on demandait d'envoyer des courriers, de poster des commentaires, et d'exiger surtout, et d'inciter bien sûr à aller soutenir cette pétition, et d'aller surtout la signer. Christophe, oui. Il y a quelque chose de super important aussi qu'il faut adresser aussi aux musulmans. Ouais. Arrêtons de nous mobiliser pour ceux, et je parle surtout aux Maghrébins, majoritaires dans ce pays, que pour la Palestine ou que pour ceux qui nous ressemblent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. L'universalité de l'islam gagnerait à ce que nous nous mobilisions avec les autres concitoyens